Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties, épisode un peu spécial où on va commencer le bilan de l'année avec le top 10 2024 et je vais le faire, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Issa, ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va très bien. Fin d'année, un des derniers épisodes de cette année. Après, on changera de saison, voilà. Ce sera une nouvelle saison de La Nuit des Sorties. Mais ouais, top film 2024 traditionnel. On l'avait fait l'année dernière, on le fait cette année. Et là, on fait un vrai top 10 parce que l'année dernière, on avait fait un top 14 ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'on avait fait. Bizarre, ouais. Truc hybride bizarre, ouais. Ouais, on avait fait un truc hybride. Ici, on a fait un vrai top 10 films, voilà. Donc, est-ce que t'es excité là de voir cette fin d'année, de faire le bilan? Ouais, c'est toujours sympa. Sur le coup, c'est tous les ans, voilà, on fait le bilan de l'année. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. C'est intéressant. Bah là, c'est quasiment que ce qu'on a aimé pour le coup. Là, pour l'instant, oui, là, cet épisode-là, oui, c'est de l'amour, c'est que de l'amour. Ah, presque, parce que on va dire que c'est l'épisode où on a un peu le sourire aux lèvres et l'épisode d'après ce sera l'épisode où on aura une grimace sur le visage. Mais merci de nous suivre d'ailleurs jusqu'ici et pour ceux qui nous suivent et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et voilà quoi, nous suivre nos prochains épisodes. On va recommencer l'année, là on va prendre des petites vacances, on va être tranquille pour les fêtes, mais on recommencera l'année avec les news. Ils vont même pas les sentir, on sera toujours là de toute façon. C'est vrai qu'on a des épisodes en avance, du coup ça va pas se sentir, mais voilà quoi. Nous, on espère que vous profitez bien des fêtes de Noël. Et voilà, on va préciser direct, voilà, pour les polémiques, c'est un top personnel, d'accord, hein, donc c'est s'il y a pas le film que vous aimez ou quoi, bah voilà, c'est nos goûts. Ça veut pas dire que forcément que déjà on n'a pas vu tous les films du monde, même si bon, j'en ai vu pas mal, hein, mais j'ai pas vu tous les films du monde. Il y a des films qu'on n'a pas vus, il y a des films qu'on n'a pas aimés ou qu'on n'a pas aimé autant pour les mettre dans notre top. Et surtout qu'on a un top assez spécial, c'est qu'on a un top fait à deux. Donc ça veut dire que on a mes tops et ceux d'Ista mélangés. Donc on va dire qu'il y a des tops que moi j'ai mis, que Ista il aurait pas forcément mis, mais on les a mis dans le top parce que il me tenait à cœur, et inversement avec Ista. Donc voilà. De toute façon on vous dira lequel a mis lequel dans le top. Et voilà, et ça nous a donné un top commun, on va dire. Et ouais, voilà, on va débattre un peu des films qu'on a mis dans nos tops. Et ouais, ça va être cool. Bah ouais, hein, ouais. Allez, je suis chaud. Et d'ailleurs, je te propose un petit jeu comme on avait fait l'année dernière. Vu qu'on est dans les tops, mais qu'on va dire quasiment que du bien, je pense, sur beaucoup de films. Ah oui, c'est vrai. On est obligé de dire un truc qui va pas dans le film dans lequel on parle, parce que sinon, voilà quoi. Tu vois, c'est un petit jeu, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de nuance. Même si je pense qu'au début du top, on sera, parce que il y en a où on se rejoint, il y en a où on se rejoint pas, voilà, on aura des petits trucs à dire. Mais sinon, oui, voilà, on va faire ce petit jeu-là et je te propose de démarrer tout de suite. Allons-y. Et on démarre tout de suite avec le top 10. Ensemble, nous serons plus forts. La planète des singes, le nouveau royaume de Wes Ball, avec Freya Allan, Kevin Durand, Owen Teague, Peter Macon et plein d'autres acteurs. Ista, c'est toi qui as mis ce film dans le top. C'est toi qui vas commencer vu que c'est ton film. Qu'est-ce que tu as pensé, enfin pourquoi La planète des singes, le nouveau royaume est dans ce top 10 ? Pourquoi ? Parce que j'avais un peu peur déjà quand ils avaient annoncé Wes Ball, parce que c'est le réalisateur des Labyrinthes et bon, c'est pas des films incroyables quoi, surtout que bon, j'avais bien aimé le premier Labyrinthe, mais les suites c'était pas, moi j'avais pas du tout aimé le 2, j'ai jamais vu le 3 et ouais, sur le coup là ça passait derrière Matt Reeves, donc on était un peu inquiet et ouais, ça m'a surpris. Déjà techniquement c'est toujours aussi fou, clairement moi ça m'a impressionné techniquement, sur les visages et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé le nouveau personnage assez attachant, j'avais envie de le suivre, voilà, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, même si bon, il y a des problèmes, mais dans le bilan de l'année, c'est quand même un des films que je retiens, que j'ai plutôt apprécié, et que voilà, c'est un blockbuster plutôt sympathique quoi. Mais ça m'a surpris quand tu l'as mis dans le top, parce que je pensais pas que t'avais autant aimé, puisqu'on a fait un épisode dessus. Voilà, si vous voulez notre avis plus détaillé, parce qu'on va pas passer 50 minutes sur chaque film, comprenez bien. Mais ouais, je savais pas que tu l'avais autant aimé que ça, parce que
Bon, je sais pas, je pensais pas. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on a vu West Ball et tout au film et qui passait après la trilogie de Matt Reeves, que moi j'aime bien. Enfin, j'aime surtout le troisième, mais je trouve pas qu'elle est aussi bien que beaucoup ce que les gens disent. Ouais, voilà, c'était dur à dire, je sais pas pourquoi. Mais ouais, effectivement. Je trouve qu'il est pas honteux comme film. Enfin, il est loin d'être honteux. Je trouve que techniquement, en tout cas, il est vraiment impeccable techniquement. Hein. Je parle, les singes, ils tiennent clairement la route. Je veux dire, on a même encore passé un cap, quoi. Là, c'est vraiment les singes, on a leurs poils. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le feu, l'eau sur les singes, enfin, le côté mouillé, quoi, des personnages, c'est un truc de fou, quoi. On voit d'ailleurs qu'Avatar 2 est passé par là parce qu'on a tout un climax qui se passe avec de l'eau, etc. Film, et le film est ouais assez contemplatif, du moins au début. Parce qu'après ça part en autre chose, mais il y a un côté post-apo qui m'attire bien. Enfin, moi j'aime bien ces univers-là, très The Last of Us. Voilà, c'est mes références. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même quelques scènes impressionnantes. On a parlé de la fin, du climax dans l'eau, qui est vraiment, enfin techniquement, qui m'a bluffé, mais aussi l'attaque du camp au début. Et c'est pour ça que je parlais du feu, mais parce qu'on a des singes qui sont brûlés, etc. Et on dirait vraiment qu'on voit des singes en train de brûler, quoi. Donc c'est assez fou à ce niveau-là. Après, moi j'ai beaucoup plus de réserve que toi. Sur le film, pour le coup, je trouve que la mise en scène est quand même en dessous de celle de Matt Reeves. Je pense, moi, le dernier film de Matt Reeves, War of the Planet of the Apes, je crois, c'est le dernier qu'il a fait. Bah vraiment, je trouve qu'en termes de mise en scène, il est vraiment magnifique, quoi, le film. Ici, il est quand même en dessous. Je trouve pas qu'il est honteux. Je trouve que c'est très fonctionnel. Voilà, hein, pour le coup, c'est pas honteux, mais voilà, on est quand même un step en dessous. Mais c'est surtout moi, au niveau des personnages, où là, je trouve que ça pêche un peu plus. Les persos, moi, j'ai pas trouvé hyper attachant, à part peut-être Noah, le personnage principal, du coup, qui a un parcours assez classique de héros, quoi, pour le coup. Donc ça va, je m'attache un peu à lui. J'ai un problème aussi avec les persos humains, mais c'est un problème dans la saga en général. Donc c'est vrai qu'il y a des persos humains dans la saga qui étaient pas fous, là, des 3 derniers films, mais là, plus que les humains, c'est-à-dire que moi, il y a que Noah qui m'intéresse pendant beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire que les autres personnages, ils ne sont pas tellement développés. Par exemple, ses frères et sœurs ou ses amis d'enfance, je sais plus bien, sa famille et tout, c'est vrai qu'on les voit pas tellement, quoi. Et après, oui, on a parlé des humains, mais le personnage de Freya Allan, il est très antipathique pendant une bonne partie. Après, à la fin, tu comprends que c'est voulu, quoi, aussi. Donc bon, c'est un peu. En fait, c'est ça le truc, c'est que le film, enfin, ce personnage a de l'intérêt à la fin du film, où tu te dis, et ça c'est un autre des problèmes du film, c'est que on a l'impression qu'il garde quand même beaucoup de balles pour les films suivants. En fait, c'est que on a l'impression que ça prépare beaucoup une suite, quoi. Et même si le film se suffit à lui-même, c'est pas genre, voilà, il est coupé en deux ou quoi, mais on sent qu'il garde des balles, quoi. Tout ce qui touche aux humains, là vraiment, le Freya Allan, à la fin du film, je dis ah oui, ça va m'intéresser plus tard, mais quand je vois le film, effectivement, c'est assez compliqué, quoi. Et ouais, je trouve qu'il y a un gros ventre mou dans le film, surtout dans la deuxième partie du film. En fait, quand ils arrivent dans le fameux royaume, quoi, le fameux royaume du méchant, là, je trouve que ça s'essouffle un peu. Je trouve le film, surtout le méchant, par exemple, le méchant, il est pas si fou que ça, alors que la promesse était pas si mal d'avoir comment il s'appelle là, un truc César, hein, oui, parce qu'il s'appelle César, il se fait appeler César en tout cas, quoi. Proximus César, voilà, c'est ça. Oui, je trouve que c'est pas mal, même l'acteur est cool, mais en final il est pas si développé que ça, il arrive même un peu trop tard dans le récit pour moi, et c'est à partir de là que ça s'effondre un peu le film, parce que on a son royaume, on voit même qu'il a un gros royaume, mais au final c'est pas du tout exploré, quoi, le soi-disant nouveau royaume, etc. Donc c'est assez dommage, quoi, même si je pense que potentiellement, après faut voir qui c'est qu'ils mettent dans les suites et tout, parce que des suites ont été annoncées, voilà, le film a plutôt marché, faut voir après qu'est-ce qu'ils développent, parce qu'on se rappelle quand même que le premier film, La Planète des Singes des origines, c'est pas le meilleur de la trilogie aussi de la dernière. Merci, mais j'avais beaucoup aimé personnellement. Ah ouais, t'avais beaucoup aimé. C'est les seuls humains qui sont pas mal pour le coup. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai, mais bon, après, je trouve que c'est assez classique comme film, et ouais, moi c'est vraiment War of the Planet of the Apes que je trouve vraiment bien. Maintenant, je trouve qu'il est loin d'être honteux comme Planète des Singes, et potentiellement ça va nous amener à quelque chose de mieux, mais faut voir qu'ils annoncent en tant que metteur en scène, voilà, et où est-ce que l'histoire va nous mener, mais ouais, effectivement, après c'est pas honteux, effectivement, je trouve. Ah oui. Non mais ouais, t'as un peu tout dit, mais ça parce qu'on avait dit de toute façon dans le podcast où on a parlé du film, c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit, quoi. Oui, c'est ça, de toute façon, vous pouvez écouter notre avis beaucoup plus détaillé sur La Planète des Singes du Nouveau Royaume, mais voilà, c'est à peu près ça qu'on pense du film, et je te propose de passer au film suivant. Ouais. On va passer au numéro 9. Arrête de sourire. Je souris pas.
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, donc le meilleur titre de film de l'année pour le coup. C'est le top 9, le film québécois de Ariane Louis XVI. C'est son premier long métrage où on suit Sacha, une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour mordre et lorsque ses parents exaspérés décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sacha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui consent lui offrir sa vie. Et une histoire d'amour va se tisser un petit peu entre les deux. Donc c'est avec Sarah Monpetit, Félix Antoine Bénard et d'autres acteurs québécois. Et c'est moi qui ai mis ce film dans le top Ista. C'est moi. Et c'est vrai que le cinéma québécois de plus en plus m'attire parce qu'il y a pas mal de films là que je trouve pas mal. Là, notamment, il y a eu un film qui s'appelle Simple comme Sylvain, qui est une comédie romantique. Ah oui, c'était l'année dernière ça. Ouais. C'est ça qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment cool. Et aujourd'hui, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et c'est un petit film qui est un peu sorti de nulle part pour le coup. D'ailleurs, petite note, le québécois, c'est très dur à comprendre. Donc voilà, faut le voir avec le sous-titre, le film, parce que sinon. Non, parce qu'en fait, tu comprends la plupart du film, mais en fait, si t'as une phrase ou deux qui sont en patois ou quoi, t'es foutu quoi. T'es foutu dans la merde quoi. Et c'est un premier long métrage, et pour un premier long métrage, c'est un film qui m'a surpris puisque c'est un film de vampire. Voilà, c'est assez fou, mais c'est pas n'importe quel film de vampire, c'est un film de vampire original. Voilà, c'est une genre de comédie teen un petit peu qui est assez spéciale, et c'est assez rare de voir des films de vampires en tout cas qui innovent. En tout cas à ce point-là, parce que ça joue énormément sur les codes du film de vampire évidemment, que ce soit dans les visuels ou une certaine ambiance, et ça les détourne un peu parce que c'est quand même une comédie, et je trouve que c'est pas mal ce que ça en fait, mais c'est aussi un teen movie dans le sens où ça parle de sexualité à l'adolescence, de bullying, mais c'est pas, on tombe jamais vraiment dans le cliché, je trouve, dans le film. C'est ça qui est assez fort avec ce film-là, et c'est un film qui a vraiment une ambiance et qui est vraiment singulière, quoi. On a cette relation amoureuse entre les deux personnages qui jouent des personnages adolescents qui sont un peu mal dans leur peau et tout. Ils ont c'est assez spécial parce qu'ils ont une super alchimie, mais en même temps c'est un couple qui est complètement improbable parce qu'on a ce mec qui est complètement on va dire bully, qui effectivement qui est suicidaire. Voilà, et déjà même la promesse du film est drôle, de mec qui veut se donner une vampire parce qu'il veut plus vivre. C'est assez drôle quoi. Et elle qui arrive pas du coup à être une vampire quoi, qui arrive pas. C'est deux marginaux au sein de leur propre écosystème quoi. C'est ça qui est assez drôle. C'est sur ça qu'ils se rejoignent, mais en même temps ce mec qui est complètement gênant, asocial, qui est avec une vampire et tout, c'est alors que elle est hyper froide, fermée et tout ça quoi. Et je trouve que les acteurs les jouent super bien parce que lui il a ce côté hyper gênant, et ça joue beaucoup sur les physicalités, le film et les regards, et je trouve qu'il joue super bien Sarah Monpetit et Félix Antoine Bénard. Bon, c'est très spécial comme nom, nom québécois, et je trouve qu'il joue super bien quoi. Et ouais, et d'ailleurs j'ai remarqué ça, mais la Sarah Monpetit, donc l'actrice principale, ressemble beaucoup à Kristen Ritter qui joue dans Breaking Bad et qui joue Jessica Jones aussi. Je trouve qu'elle a un côté, elle a vraiment ce truc-là en elle quoi, ce côté un peu gothique, fermé, froid. Il y a aussi un peu de Christina Ricci dans la famille. Oui, en fait tous ces personnages un peu gothiques, fermés quoi, mais même si ça se ressent pas explicitement dans le film, genre ça le cite pas. Winona Ryder dans Beetlejuice quoi. Oui, c'est vrai qu'elle a un côté Winona Ryder, un gros côté Winona Ryder je trouve. Et je trouve qu'il y a une de mes scènes favorites de l'année dans ce film. Il y a une scène dans une chambre avec de la musique où il y a très peu de dialogue, qui est assez long, où les personnages connectent entre guillemets, et il y a un malaise entre eux. Ça joue dans le malaise au début où ils sont assis, où ils se regardent, ils savent pas trop quoi faire sur leur possible amour naissant, etc. Où elle doit le croquer quoi, tout simplement. Et mais en même temps on sait que les films de vampires sont très chargés en sexualité, et ici j'aime bien ce que ça en fait, parce qu'elle elle arrive pas à être une vraie vampire, elle a des dents qui arrivent pas à pousser, elle est vraiment associable à ça, et je trouve que ça marche super bien, surtout qu'il y a un super jeu de lumière dans cette séquence, mais même d'ailleurs dans tout le film, il y a vraiment une certaine ambiance, une photographie qui est superbe, alors que c'est pas un film qui a coûté très cher quoi, et c'est surtout un film qui est assez drôle, qui a beaucoup de comiques de situation pour le coup qui m'ont fait beaucoup rire quoi dans ce film, et c'est pas grossier ou dans ta gueule, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont cité par exemple le film de Taika Waititi, Vampire en toute intimité, qui est aussi une comédie. C'est autre chose. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus gras. Voilà, ça fait des citations à tout va, à tout type de vampire du cinéma et tout. Là, on est vraiment dans autre chose, et je trouve que c'est vraiment un film qui est à la fois drôle et touchant, et qui m'a beaucoup pris quoi cette année pour le coup. Mais toi, je connais même pas ton avis sur le film. Là, je parle beaucoup sur le film. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant? Parce que moi, je l'ai rattrapé là, comme tu l'as mis dans le top pour le voir.
pour en parler. Ouais, je l'ai vu hier, sur le coup. Ouais, ça m'a bien fait rire, sur le coup. J'ai bien aimé l'ambiance et tout. Ça me rappelle à moi un peu les films de Jeunet et de Dupontel, dans le sens où il y a un côté un peu bande dessinée, je trouve. Okay. Je sais pas pourquoi, je trouve une ambiance comme ça, un peu bande dessinée là, en live action, quoi. Ouais, non, les acteurs, ils sont sympas, il y a des trucs très drôles. Les persos qui deviennent vampires, le perso qui devient vampire là, tu sais, Pascal Klaxon, et sur le coup il bute pas et du coup elle se le cotiner tout le film. Ouais, mais le personnage de la cousine aussi est très très drôle et très bien fait aussi. Ouais, il y a, et tu parlais des codes de vampires, à un moment il y a un truc avec ils s'engueulent là, ils veulent se mettre des stylos dans le cœur et ça m'a fait rire. Oui, bah ça joue vraiment sur les codes là et c'est vraiment très drôle parce qu'en plus c'est pas cliché ou quoi, et ouais, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais le personnage principal joué par Sarah Monpetit est dans une famille, mais il y a une famille qui est très très drôle quoi aussi, mais qui est pas forcément cliché, parce que là pour le coup on a le père qui lui est très câlin avec sa fille, très t'as besoin de quelque chose, etc. et tout, et la mère qui est vénère, mais elle est vénère parce qu'en fait elle doit tout faire parce que son mari est un peu incapable, tu vois, et elle doit aller chercher le sang et tout, elle a une grosse charge mentale sur elle et tout, et ouais, je trouve que voilà, elle essaie, et Sarah Monpetit elle essaye d'échapper à au code de cette famille, parce qu'elle y rentre pas du tout quoi, pour le coup. Ouais, c'est ça, mais c'est la promesse de base en mode c'est une vampire, mais elle a de la compassion pour les humains, donc on n'a pas envie de les buter, c'est drôle quoi. Mais c'est ça, et lui à l'inverse qui est suicidaire, qui veut se donner à une vampire gratuitement comme ça, enfin c'est vrai que c'est assez drôle et c'est assez singulier quoi, donc moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ouais, non mais moi je te rejoins, je trouve qu'il est à sa place, donc c'est top, voilà. On s'embrouille pas trop, voilà, en ce moment. Non. Pour le moment ça se passe plutôt bien, et je te propose de passer au numéro 8, Ista. Vas-y. On passe au top 8. L'amour, ça va, ça vient. Mais la terre, elle reste. La jeune fille et les paysans de Dorota Kobiela et Hugh Welshman. Donc voilà, c'est un film polonais d'animation par les réalisateurs de La Passion Van Gogh. Ça raconte au 19e siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jagna, promise à un riche propriétaire terrien qui se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi. Et commence alors la saison de la colère. Et oui, ça résume plutôt pas mal le film, de ce chemin d'émancipation, entre gros guillemets, on reviendra dessus, de la jeune fille et les paysans. C'est moi, encore une fois, qui ai mis ce film dans le top, parce que c'est un film, déjà je m'attendais pas du tout à mettre dans le top quand je l'ai vu, parce que c'est un film, déjà le film est hyper singulier quoi, c'est-à-dire que c'est un film polonais d'animation, j'en vois pas 50 par an, voilà, je dois dire, c'est pas le truc que je vois le plus, mais ouais, donc c'est ceux qui ont fait La Passion Van Gogh, donc c'est le studio et les réalisateurs qui ont fait La Passion Van Gogh, et dans La Passion de Van Gogh qui avait le parti pris de peindre, de reprendre avec la peinture à huile le style de Vincent Van Gogh, donc le peintre connu. Mais moi j'avais trouvé le film assez ennuyeux en fait, parce qu'en fait à part ceux qui aiment bien Van Gogh, je pense, qui aiment bien sa vie, moi ce que ça racontait ça m'intéressait pas vraiment, même si le film était quand même plutôt beau, parce que tu voyais les peintures de Van Gogh en animation quoi, c'était assez fou quoi. Et ce film a un style assez similaire, dans le sens où ils utilisent la rotoscopie, donc c'est-à-dire qu'ils filment d'abord en live action avec des vrais acteurs, donc c'est des vrais acteurs qu'on voit dans le film, mais qui sont en fait après, il y a eu 200 animateurs je crois qui ont peint à l'huile donc les séquences filmées en live action, et après qui ont évidemment été animées par ordinateur, et donc c'est un des seuls films au monde qui a été peint à l'huile, et donc c'est assez unique quoi, parce que je crois que l'un des seuls c'est La Passion de Van Gogh, le film d'avant, et donc j'ai rarement des films comme ça, et moi je dois dire que le film je le trouve absolument magnifique pour le coup, et unique dans son style quoi, c'est-à-dire qu'il est hyper vivant visuellement, ça bouge tout le temps dans l'image, ça déforme les visages, il y a même certains décors qui se déforment et ça rend le tout très effrayant, oppressant d'ailleurs pour le personnage principal, puisque c'est tout le parcours du personnage principal qui est de Jagna qu'on suit dans le film. J'adore voir les saisons passer, parce qu'on passe de l'automne, de l'hiver à l'été, ça a un sens dans le film, et ouais, on sent la Pologne et ce côté rural de la Pologne au 19e qui est retranscrit d'une manière que j'ai jamais vue, parce que j'ai jamais vu ce genre de film, parce que en fait le film adapte
un roman hyper populaire en Pologne, qui est un best-seller en Pologne, qui est une histoire qui est connue depuis des années en Pologne, c'est très ancré dans la culture polonaise, et ils ont repris des peintures polonaises, le style de peinture polonaise pour faire le film. Donc en fait c'est un film qui est vraiment qui est fait par des Polonais pour des Polonais, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ancré dans leur culture, et moi j'aime bien découvrir d'autres cultures à travers le cinéma. C'est pour ça que j'aime bien certains films japonais qui parlent du Japon. J'avais beaucoup aimé, par exemple l'année dernière on avait mis Suzume très haut, parce que ça parle pas du tout de la France, ça parlait du Japon, mais tout ça, mais moi j'aimais beaucoup des films qui parlent de leur pays comme ça. Et là c'est la même chose, ça parle de la Pologne qui a encore aussi beaucoup de côté assez conservateur, faut le dire, à certains endroits, quoi. Et donc là, ça parle du patriarcat, du capitalisme, quoi, de la propriété de la terre aussi. Et donc on va suivre une femme qui est Yagna et qui va devenir l'objet de toutes les convoitises, de jalousie, etc. Que ce soit par les hommes que par les femmes, et ça va finir malheureusement pas super bien, parce que ça finit même en chasse aux sorcières. Faut savoir, la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, par exemple, c'était vraiment un truc complètement patriarcal et qui était en mode pour blâmer les femmes et pour les tuer, quoi, en fait. Toute cette femme qui sortait un peu des carcans, alors que, en fait, le personnage principal est coupable d'absolument rien dans ce film. Elle a rien fait, en fait. Le simple fait qu'elle existe dans cette société patriarcale va lui causer tout un tas d'ennuis, que ce soit juste parce qu'elle est jolie, quoi. Ouais, c'est ça, en fait c'est une femme qui est née jolie dans cette réalité polonaise, et en fait elle va être jugée pour ça. Elle n'est maître de rien, d'aucune des décisions qu'elle fait, et en fait malheureusement elle va subir des violences, etc., qui vont l'amener à quelque chose d'assez horrible. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est la caractérisation des personnages. En fait, d'ailleurs le film commence, on pourrait croire que c'est un film un peu de romance campagne 19e siècle, tu sais, dans les 30 premières minutes t'as une ambiance qui s'installe, mais tu sais pas du tout de quoi ça va parler, et après ça part très très loin. Mais la caractérisation par exemple des hommes dans ce film, il y a des hommes qui sont caractérisés comme étant méchants évidemment, mais pas tous. Par exemple on a le fils du mari qu'elle est obligée d'épouser, qui semble l'aimer pendant une bonne partie du film, qui est même assez gentil avec elle. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout caractérisé comme quelqu'un de méchant, mais en fait tous les personnages qui paraissent unilatérales, je pense aussi au mari, enfin la femme du fils de son mari qui va devenir amant, qui est absolument détestable avec elle, mais qui est pas aussi unilatéral qu'on le pense. En fait chaque personnage en fait a des regrets, etc. On peut penser pas unilatéral, mais ils finissent tous par la rejeter, cette femme, parce qu'ils sont dans cette société patriarcale qui vont les obliger à être dans cette mouvance là, en fait. Et c'est un film qui est hyper dur, ça pour le coup, qui est dur et fataliste sur la condition des femmes dans des sociétés patriarcales. C'est un peu repoussant, je pense que ça peut repousser, surtout la fin. C'est assez étouffant, mais même le film va très loin, je trouve qu'à la fin quand même tu vois, c'est assez dur quand même à regarder, même s'il démarre assez lentement. Et ouais, enfin moi c'est un film vraiment que j'ai adoré, parce que là je parle beaucoup, mais Ista, toi qui as découvert ce film récemment, est-ce que tu as été happé par le film, par le parti pris stylistique aussi, et par ce que ça raconte? Ouais, j'ai bien aimé, j'ai plutôt apprécié l'histoire et tout, mais ouais, je m'attendais à un rebondissement positif, mais en fait c'est pas du Rise and Fall, c'est du Fall tout le film. Et ouais, sur le coup c'est vrai que c'est un peu dur, mais moi j'ai vraiment l'impression que les hommes sont tous des connards là-dedans, sur le coup, parce que même s'il y en a qui changent un peu, parce qu'au début il y en a un qui l'a fait passer un peu pour une pute, quoi. Oui, voilà. Complètement. Oui. Mais à la fin, il voudrait un peu l'aider, mais il va pas l'aider quand même au final. Et puis il y a le prêtre qui est un peu gentil et tout, mais bon, au final, c'est vrai qu'ils se détournent un peu tous d'elle, et au final, il y a personne qui vient. Oui, parce qu'il y a ce poids de cette société en fait sur eux aussi, en fait, qui finissent par la détester. Par exemple, les femmes n'ont pas de raison de la détester, mais si, en fait, parce qu'elles ont cette jalousie qui est innée dans cette société patriarcale, et donc ils vont finir par la détester elle aussi. Enfin, en fait, c'est ça. En fait, c'est très fataliste, hein, comme voilà, mais c'est très intéressant aussi ces points de vue là, quoi. Même si je trouve que le dernier moment du film est assez beau, parce que on va dire qu'elle finit entre guillemets la tête haute. Voilà, je vais pas révéler ce qui se passe, mais okay. Elle voilà, et il y a un truc un peu fataliste où elle accepte son sort, mais elle en ressort quand même à la tête haute, donc c'est assez sympa. Mais il y a une scène de danse, moi, dans le film, que je trouve absolument magnifique, qui est au début du film, je sais plus, au premier tiers du film, je pense, qui est au mariage, elle se marie, il y a une scène de danse où elle danse, qui est absolument magnifique. Et la musique aussi, on n'a pas parlé, mais il y a de la super musique par contre dans ce film, une très très belle musique. C'est ça, il y a une très grande place dans le film, c'est des musiques traditionnelles japonaises qui ont peut-être été remixées pour d'aujourd'hui, mais quoi ?
T'as dit japonaise, c'est pas polonaise plutôt? J'ai dit japonaise, bah je voulais dire polonaise. c'est mieux. Mais voilà, encore de la musique traditionnelle polonaise. Et je trouve que la musique et l'image, mais elles cohabitent tellement parfaitement dans cette scène de danse qui est sublime, hein, peint à l'huile, etc., qui est vraiment folle. Et c'est une scène de danse qui est pas cliché, parce qu'on a souvent des scènes de danse clichés, soi-disant émancipatrices au cinéma ou quoi, là, où on reçoit toujours les mêmes choses. Okay. Où le personnage danse en boîte de nuit et tout pour se libérer ou quoi. Enfin, c'est des trucs clichés. Et ici, on est quand même quelque chose d'assez ambigu, parce qu'elle résume un peu tout le film. C'est-à-dire toutes les relations des personnages. On a ces plans sur les visages des femmes, des hommes qui l'entourent, on voit les jugements, les gens qui sont attirés par elle, la jalousie de tous en fait qui est fixée sur elle, et ouais, il y a cette musique, la danse, enfin la musique et la danse traditionnelle, c'est littéralement ça qui enferme ce personnage dans ses traditions, dans les traditions polonaises, patriarcales, enfin je dis polonaises parce qu'on est au Pologne, mais c'est évidemment ailleurs aussi, mais qui sont très patriarcales. Et ouais, moi je trouve que c'est une des meilleures scènes de l'année, je trouve, que ce soit visuellement ou dans ce qu'elle dit du film et de la condition des femmes. Voilà, j'aime beaucoup la culture des paysans aussi, sur le coup, le monde des paysans aussi, hein. C'est ça, bah c'est dans un monde très rural, ça parle de capitalisme même, parce que ça parle de celui qui détient la terre, c'est-à-dire celui qui détient la terre et celui qui a oui, parce que même il l'achète pour 6 terres, etc. C'est exactement ça. Celui qui détient la terre, bah il peut se marier avec cette femme. Il y a même une hiérarchie où il y a le premier paysan de la communauté et tout ça, quoi. C'est ça, donc on parle encore de capitalisme ici, et ouais, moi j'ai trouvé ce film absolument sublime, voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est beau, et on voit dans le générique de fin un peu comment ils ont travaillé dessus, et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais on a dit beaucoup de bonnes choses. Est-ce que tu as peut-être un défaut à dire sur le film? Peut-être un peu long, je dirais, quand même. Il fait 2 heures, je crois. Ouais, peut-être un peu long. Moi, peut-être qu'il va un peu loin dans la violence faite à la femme à la fin. Quand même, c'est peut-être un petit peu trop quand même. Tu peux te dire, ok, j'avais capté, t'étais pas obligé d'aller aussi loin, mais au moins il y a un viol aussi. Enfin, il y a des trucs. Ouais, mais c'est pas là où ça m'a le plus choqué. Oui, c'est moins visuel en fait, c'est pour ça, je pense. Oui, et surtout dans le film, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est pas horrible. Comme à la fin où là, il y a peut-être un peu une surenchère de. Il se passe ci, puis il se passe ça, puis il se passe ci, puis il se passe, tu vois, sur elle. Ouais, ça, oui, mais après c'est parce que c'est la fin. Où ça enchaîne, quoi, tu vois. Ouais. Mais voilà, on a beaucoup aimé La jeune fille et les paysans, et bah, je te propose de passer au suivant, Ista. Ouais. Et bah, on passe au top 7. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le Comte de Monte Cristo, le blockbuster français de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, etc. Donc voilà, on connaît l'histoire d'Edmond Dantès qui se fait trahir et va passer 14 ans en prison et revenir se venger avec des masques. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire du Comte de Monte Cristo. Je pense que tout le monde la connaît, ou enfin de toute façon beaucoup de gens ont vu le film. Voilà, l'histoire de vengeance. Ista, c'est toi qui l'as mis dans ce top, donc tu vas nous y dire pourquoi tu as mis le Comte de Monte Cristo dans le top. Alors déjà, c'est très étonnant parce qu'à la base je voulais même pas aller le voir. Oui, c'est vrai. Toi t'avais été le voir et moi j'avais pas été sur le coup. C'est pour ça qu'il y a pas d'épisode dessus. Et je sais pas, bon, ça a commencé à faire parler et tout, ça a eu beaucoup d'entrées et tout, et comme c'était un film un peu, je me disais c'est peut-être un film d'aventure et tout. Ouais, j'ai tenté à jouer, je me faisais chier, donc j'ai été voir le film. Et ouais, j'étais surpris quoi. Alors que pourtant l'année dernière on avait détesté les Mousquetaires sur le coup, alors que c'est les mêmes personnes qui s'occupent de ce film-là. Là, ce film-là, moi alors contrairement à ce que t'as dit, moi je ne connaissais pas du tout l'histoire du Comte de Monte Cristo. Non, mais je peux dire, tu connais que c'est une histoire de vengeance, tu vois un peu le. Je savais pas du tout. Tu savais pas? Ok, non, excuse-moi, je pensais. Non, je savais pas. J'ai découvert l'histoire avec ce film sur le coup et j'ai adoré l'histoire en fait. J'ai adoré l'histoire. Je trouve que Pierre Ninet joue bien. Dans ce film, il est bien, moi je trouve. Le film il est long, mais j'ai pas ressenti. J'étais bien dans l'histoire. Je trouve qu'il y a des super scènes d'ambiance et tout. Là, il est bien rythmé quand même. Du dîner et tout. Il est très bien rythmé. Ouais, moi j'étais bien dedans tout le long quoi. Et c'est une très très bonne surprise quoi. Ouais, oui, toi qui étais très réticent au film, voilà. Au final, comme quoi ça finit dans le top. Moi aussi, j'étais réticent à voir le film parce que j'avais vu les 3 Mousquetaires, les 2 derniers, c'était bon. C'était pas
pas notre cap. Je crois même qu'il avait fini dans notre flop. Il y en avait un qui avait fini dans notre flop possiblement. Bah les deux, on avait mis les deux. Hein. Oui, peut-être on avait fait le multi. On avait mis les deux. Oui, on avait dit le 1 et le 2 dans le flop. Ouais, même si le 2 était pire que le 1, selon moi quand même. Mais ouais, ici c'est quand même bien mieux que les 3 mousquetaires. Voilà, c'est même c'est même dans la moyenne bonne des blockbusters US, tu vois, ça serait pas mal, tu vois, si on serait dans les blockbusters US, puisque c'est un peu le projet de Pathé, hein, voilà, de faire ces blogs, de prendre la littérature française, les mythes, etc. français, de les adapter au cinéma avec des grosses productions comme à l'américaine, quoi, mais en mode français. Donc moi, je suis pas fan de l'intérêt de ces projets-là, hein, de base, parce que je trouve que faire des blockbusters américains en France, si c'est juste pour faire ça, je trouve pas forcément l'intérêt pour le coup. Donc je t'avoue que voilà, j'étais un peu en mode voilà, mais après pour le coup c'est quand même pas mal fait, quoi. Voilà, faut reconnaître que les décors ici sont magnifiques et par exemple le château de Monte Cristo, il est vraiment incroyable, hein, pour le coup là. C'est vrai que c'est très rare d'avoir une mise en valeur de ces décors-là, de français, voilà, parce que là ils sont vraiment mis en valeur, parce que dans les 3 mousquetaires aussi, il y avait des très beaux décors, mais ils n'étaient pas vraiment mis en valeur, j'ai l'impression. Donc voilà. C'était très brun, la photo était dégueulasse. Ouais, la photo était dégueulasse, il était très marron caca, comme certains disent, marron crasse, quoi. Et ici, la photo est vraiment superbe, là, pour le coup. Techniquement, le film est vraiment pas mal, quoi. Et les acteurs jouent plutôt bien, contrairement aussi aux 3 mousquetaires où c'était vraiment la roulette russe. Parce que là on a l'impression que les acteurs ils sont vraiment dans le même film, alors que l'autre va vraiment chacun jouer, t'as l'impression qu'ils jouaient pas dans le même film. Oui, c'était un peu bizarre. Ouais, t'avais 2 acteurs, c'était quoi? C'était Porto, surtout dans la deuxième partie là, où t'avais un arc scénaristique qui était nul avec. Ah oui, avec Porto c'est Aramis ou je sais plus, je crois oui. que c'est Porto, c'est Aramis. Et ça servait à rien, quoi, c'était nul. Mais en fait les dialogues ils étaient très mal récités. En fait ils essayaient de réciter des dialogues très théâtreux, voilà, qui ont l'air de tirer des livres d'Alexandre Dumas, quoi, de la littérature française ancienne, et mais d'une manière assez spéciale. Genre François Civil, il y a une manière assez spéciale de les dire, mais en même temps le roi, il avait une autre manière de les dire. Ici j'ai l'impression qu'ils sont tous à peu près dans le même film, ils ont tous ce côté théâtral, en fait, c'est même parce que le récit même est théâtral et romanesque, en fait, et parce que littéralement le personnage de Edmond Dantès se met en scène, met des masques, voilà, on est vraiment au théâtre, quoi. Et prendre des acteurs de théâtre, ça marche bien, parce que Pierre Ninet est un acteur de théâtre à la base, et là on le sent vraiment, sa théâtralité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il y a des scènes de tension super, de discussion super, parce qu'en fait c'est pas le Comte de Monte Cristo, c'est pas vraiment un truc d'action au sens de combat ou quoi. Il y a un combat évidemment à la fin, mais c'est plus de la tension, c'est plus des personnages qui parlent, qui complotent, etc. À ce niveau-là, quoi. Et donc les scènes de tension marchent vraiment plutôt bien. Je pense à la fameuse scène du dîner qu'on a parlé avec Laurent Lafitte et tout, où là il y a une vraie montée de la tension, build-up jusqu'à la fin, qui est vraiment bien faite, quoi. Qui est là, pour le moment, j'étais vraiment tendu, quoi. Ouais, super. Donc je trouve vraiment qu'il y a des effets qui marchent vraiment bien. Je trouve que le combat de fin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film, par exemple. Je trouve que ça reste quand même assez académique. Ça passe, mais oui, ça là c'est très classique, quoi. Mais le film est assez académique tout de même. C'est pas mal fait, mais c'est très codifié, en fait, dans le sens où, par exemple, là je parlais de blockbuster à l'américaine, la musique est constante dans le film quasiment tout le temps, quoi. Il y a de la musique, comme dans beaucoup de gros films américains où en fait la musique est Oppenheimer aussi, hein. Dans Oppenheimer aussi. Je sais qu'Oppenheimer, il y a des gens qui aiment pas. Moi je trouve que la musique a une composition particulière qui embrasse les pensées du personnage principal, et du coup ça m'emporte. Mais je comprends que c'est un des défauts de beaucoup de films américains, et de films américains gros budget, surtout, on va pas se mentir, où t'as de la musique d'accompagnement, et là surtout je trouve qu'elle fait vraiment musique d'accompagnement, parce que encore Oppenheimer, je vais te dire, les chansons je m'en souviens, je suis sorti du film, tu t'en souviens et tout, c'est vraiment une partition vraiment dans le film. Ici c'est comme beaucoup de blockbusters d'action, il y a de la musique d'accompagnement qui accompagne un peu tout, donc voilà, il reprend des trucs bien du cinéma américain, mais il en reprend aussi les défauts, malheureusement. C'est un peu ça le problème. Après, moi, j'ai le sentiment que quand même le film est quand même un peu rushé. Je pense qu'il était prévu en 2 films à la base, 2 films de 2 heures. Ah oui, c'est possible. Et je trouve que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans un seul film, donc il y a des personnages qui sont pas très vraiment traités, ou qui sont traités assez tard, ou même t'as tout le passage en prison, tout ça, que je trouve que c'est pas très réussi. Même on sent pas forcément les 14 ans qui ont passé ou quoi. C'est assez spécial. Bon. Ouais. Mais moi, ça va, ça passe. Ouais, ça me gêne pas, tu vois. Parce que moi, je trouve qu'il y a des trucs quand même qu'il faut accepter dans le film, quoi. Faut accepter que Pierre Ninet, il a pris 14 ans. Il faut accepter
certains déguisements, tu te dis non mais comment ils le reconnaissent pas, tu vois, tu te dis non c'est pas possible. Ouais, mais en vrai je peux l'accepter parce qu'il y a un personnage dans le film qui il y a un personnage qui doute un peu, qui en même. Non, il y a un personnage même qui sait à la première rencontre que c'est lui, et ça fait sens parce que le personnage quand même c'est un personnage qu'il a quand même bien connu, mais tous les autres personnages qui se laissent berner, je me dis quand même là c'est un peu ça dépend. Il y a après comme il change de nez et tout, je peux comprendre que quand tu changes attends, visage, mais c'est ça pour moi le problème, c'est que en fait il change pas assez, c'est-à-dire il change de nez et je suis d'accord, mais je sais que c'est une tête d'affiche, Pierre Ninet. Je sais qu'il faut qu'on le reconnaisse à l'écran. Ouais, ils vont pas et pourtant ça marche super bien. Par exemple, au bout d'un moment, c'est un aristocrate anglais. Il se fait passer pour un aristocrate anglais. Il a même l'accent anglais, Pierre Ninet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce passage-là où j'étais assez bluffé sur le coup. Et là, pour le coup, au début, j'ai même pas capté que c'était lui. J'ai même pas capté que c'était lui. Et après, je fais mais putain, mais c'est Pierre Ninet et tout. Et je dis ok, là, ça fonctionne parce que là, il est vraiment complètement transformé, etc. Ouais. Mais bon, le film pouvait pas assumer ça jusqu'au bout parce que faut qu'on voit Pierre Ninet, quoi. Et par contre, il y a un personnage, parce que les méchants, je les trouve vraiment pas mal. Là, pour le coup, Laurent Lafitte, je trouve qu'il le joue bien. Là, il y a aussi un capitaine là qui est vraiment détestable. Mais il y a un personnage, je trouve, qui sont un peu mal utilisés. C'est Anaïs de Moustier, donc le personnage qui est amoureuse de Edmond Dantès, et voilà, qui le perd. Et je trouve que ça a son intrigue et tout, ça arrive. C'est un peu tard et tout ça. Bref, j'ai pas été porté par ce passage-là du film, quoi. Et pourtant, Anaïs de Moustier, c'est une actrice que j'adore dans le cinéma français, mais là, je trouve que c'était pas fou. Mais quand même, je dois redire que en termes de blockbuster cette année, on en a eu des bien plus mauvais. On peut le dire. Largement. On en parlera dans les flops, oui, effectivement. C'est possible. C'est possible. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment de bonne facture. Le film est beau, il m'a entraîné, le rythme est très bon et il y a des très bonnes scènes, quoi. Et voilà, moi un mec qui cherche à se venger en se déguisant, ça me parle, ouais. Ça me parle pas mal parce que j'aime beaucoup Batman. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup les super-héros. Ouais, ça marche aussi. Mais du coup, toi, c'est quoi ton défaut, tu dirais, dans le film? Ouais, j'allais dire le combat d'épée à la fin, qui est pas incroyable, quoi. Oui, c'est pas... Bon, ça reste mieux que tous les 3 mousquetaires. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Mais sinon, je sais pas trop, c'est bon, j'étais bien dans l'histoire, parce que, ouais, t'as été emporté, quoi. Ouais, moi, j'étais emporté, sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ok, je te propose de passer au suivant, Ista, et on va passer au numéro 6. J'en prends bien soin de mes 2 petits blancs. T'avais tout prévu, j'imagine? Non, pas ça. Challengers de Luca Guadagnino, donc avec Zendaya, Josh O'Connor, Mike Feist. Durant leurs études, Patrick et Hart tombent amoureux de Tashi, à la fois amis, amants et rivaux. Ils voient tous les 3 leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface. Et ça parle aussi de tennis. C'est pas dans le truc, mais c'est un film un peu de tennis, entre gros guillemets. Et Challengers, on l'a mis tous les 2 dans notre top, Ista. Ouais, que j'ai découvert pas si longtemps que ça, en plus, le mois dernier. Je l'ai rattrapé. Ouais, je sais pas, ça m'a fasciné. C'est un film qui m'a fasciné. Déjà, je trouve que la musique de ce film, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que la musique n'a rien à voir avec le film. La musique de tu peux dire de qui De Trent Reznor et de... Merde, je sais Atticus Ross, ouais. Atticus Ross, donc qui ont fait beaucoup de BO d'ailleurs. Mais ouais, sur le coup, truc très électro et tout. Puis à côté, ça te fait une comédie romantique bizarre avec un trio chelou. Je sais pas si c'est un trouble ou jeté, comment dire. Il y a un triangle amoureux, en tout cas. Ouais. Ils sont jamais tous les 3 ensemble dans le film, mais oui, il y a clairement une attirance des 3 entre eux, ouais, clairement. C'est ça, ouais, clairement. Et je sais pas, ouais, ça m'a fasciné. Alors c'est beaucoup sur le cul. Il y a énormément ça parle beaucoup de sexualité sur le coup. Il y a un truc très cuir dans ce film-là, parce que c'est un peu les thèmes de Luca Guadagnino. J'avais vu Call Me By Your Name, j'avais détesté Call Me By Your Name d'ailleurs. Mais celui-là, je sais pas, j'ai bien aimé. Je trouvais que déjà Zendaya, c'est peut-être son meilleur rôle. Au cinéma, en tout cas, moi que je l'ai vu au cinéma, ouais, en tout cas. Puis j'ai découvert aussi Josh O'Connor et l'acteur Mike Feist, ouais, aussi. Voilà, qui je trouve excellent en fait sur le coup. Ça m'étonnerait pas qu'on va les voir ça m'étonnerait pas qu'on va les voir plus dans des blockbusters là, dans les prochains blockbusters qui arrivent. Ça va être des acteurs qui montent ça, je pense clairement, et je trouve qu'ils sont en Robin. Peut-être en Robin. Là, il paraît que Josh O'Connor, il pourrait peut-être faire James Bond. Il y avait des gens qui disaient ça, enfin bref. Mais ouais, l'histoire, elle est, je sais pas, elle m'a vachement j'étais vachement pris dans ce film là, mais je sais pas trop pourquoi. Peut-être toi tu peux m'expliquer. Je pense, ouais, moi déjà j'ai
j'étais pas fan de Luca Guadagnino à l'époque, parce que Call Me By Your Name, j'ai trouvé ça très beau, parce que l'Italie c'est beau, mais c'était un peu tout, quoi, pour le coup. Et après j'ai vu ses autres films, donc le remake de Suspiria, qui est loin d'être aussi horrible que ce que j'aurais pu penser, et surtout Bones and All, l'année dernière, que j'avais bien aimé. Non, c'était il y a 2 ans, que j'avais bien aimé. Et là, on se retrouve avec Challengers, et je m'attendais pas à autant aimer ce film, parce que là on a tu l'as dit, un vrai triangle amoureux entre Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist. Mike Faist qu'on avait vu dans West Side Story, déjà qui m'avait bien bluffé. Zendaya, je savais que c'était une bonne actrice, mais c'est vrai que c'était une bonne actrice dans Euphoria, quoi. C'était vraiment là où vraiment, mais c'est vrai qu'au cinéma, Spider-Man, Greatest Showman, tout ça, j'avais pas trop vu. Je l'ai bien aimé dans Dune 2. Pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment un poids et elle est vraiment bien. Dune 2 ne sera pas dans Stop, je vous préviens tout de suite. Mais voilà, pour les autres. Alors que d'autres années... Il sera pas dans le flop non plus, vous inquiétez pas. Ouais, c'est un peu ça. Mais elle est superbe cette année, parce que Dune 2, je trouve que son personnage prend de l'ampleur, mais ici, vraiment, on est dans une autre échelle, quoi. Vraiment, elle mène littéralement le jeu. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. C'est un film qui parle à la fois de tennis et de sexualité, c'est assez marrant, parce que c'est vraiment un ping-pong entre les personnages, quoi. Vraiment une partie de tennis entre les personnages dans leurs interactions et tout. Et je les trouve vraiment super, parce qu'ils arrivent... déjà, les acteurs sont assez impressionnants, parce que c'est un film qui... en fait, il y a une narration un peu éclatée, puisqu'on a un présent, mais qui va être coupé de flashbacks qu'on va suivre assez longuement sur leur jeunesse. Et les acteurs, ils arrivent à jouer des adolescents, mais en même temps des jeunes adultes. Et je me pose jamais la question d'une seconde en me disant, mais ça matche pas du tout, quoi. T'sais, alors que non, ils ont des physiques à la fois adolescents, mais en même temps, quand ils sont jeunes adultes, je fais oui, au fait, c'est des adultes, ces gens-là. Ouais, ça marche, ouais. Ouais, ça marche vraiment. Ils ont vraiment réussi à trouver des acteurs parfaits pour ça, quoi. Et je pense que ce que t'as aimé, c'est surtout que c'est un film très pop. C'est un film hyper pop, quoi, dans l'utilisation de la musique. Déjà, la musique, faut qu'elle gagne les Oscars de la meilleure musique, parce que c'est vraiment une musique de fou, la musique de Challengers, vraiment. Mais c'est une musique techno-électro assez spéciale, quoi. Et effectivement, t'as l'impression qu'elle a rien à faire dans ce film-là. C'est ça qui est assez intéressant. Mais j'aime pas ce cliché, j'aime pas dire ça, mais là, pour le coup, je trouve que ça marche. La musique est presque un personnage dans le film, en fait, parce que elle intervient à des moments qu'on n'imagine pas forcément, parce qu'elle arrive toujours un peu en décalage, en fait. Mais elle crée une sorte d'atmosphère assez spéciale, et j'adore comment le film s'amuse, en fait, parce que c'est un film qui parle de sexualité, mais surtout qui parle de tension sexuelle, en fait, de frustration sexuelle plus qu'autre chose, parce qu'en fait, il s'amuse tout au long du film à faire monter une certaine tension sexuelle, mais sans jamais l'assouvir, parce que le film est extrêmement chargé en sexualité, mais on ne voit quasiment rien. En fait, on voit quasiment pas de sexe à l'écran, en fait. C'est un film de frustration, en fait, d'érotisation des corps, parce que les corps sont érotisés comme pas possible dans le film, c'est-à-dire, voilà, c'est du tennis, donc Zendaya, sa petite jupe, il y a devant qui souffle sur sa jupe, etc. Les hommes, ils sont transpirants, et voilà, ils sont en short très court, tu vois, comme pas possible. Et puis ils se mettent torse nu pendant les pauses, là, et tout. C'est ça, ils sont dans un sauna, au bout d'un moment, les deux, ils sont torse nu, je veux dire, il y a des allusions sexuelles de toutes les 5 secondes, quoi. Le mec qui mange une banane sur le cours en regardant l'autre, en se regardant. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Il y a le truc de la raquette là aussi. Ah ça c'est un setup payoff, qui est assez bien trouvé, quoi. Mais il s'amuse vraiment à faire monter la tension sexuelle, et c'est marrant. Je sais plus qui j'ai entendu dire ça, mais ça m'est resté depuis. C'est que le film s'amuse à filmer les scènes de dialogue et de tension sexuelle entre personnages, de discussion, comme un match de tennis, tu vois, et les scènes de tennis comme des scènes de sexe. Et c'est vrai que ça m'est resté beaucoup, en fait, parce que je me suis dit, c'est vrai, je veux dire, la scène finale, pour moi, c'est une scène de jouissance folle, quoi, avec un final qui est savoureux, complètement kitsch, avec des scènes, des positions de caméra qui n'ont aucun sens, etc. C'est pas du tout réaliste, quoi, mais c'est ça que je trouve jouissif, en fait, dans le film. Ah oui, parce que genre la caméra s'excite et part dans tous les sens, ouais. Okay. Doucement, Isa. Quoi? Non, mais je vois ce que tu voulais dire. Oui, mais en fait, il y a ce côté pop et kitsch. Non, parce qu'il y a des plans chelous, quoi. Enfin, il y a des apparences en POV et tout. C'est en POV à la place de la balle qui se fait taper, etc., quoi. Et ouais, je trouve que c'est un film assez savoureux à ce niveau-là, quoi. Et ouais, c'est un film dont l'excitation est présente tout le temps, en fait, dans tout le film. Pour moi, il y a une scène pour moi, la scène finale de tennis qui est assez longue. En plus, parce que là, on se pose vraiment, on a cette scène, on a des ralentis très appuyés, parce qu'il veut c'est ça aussi que il veut te faire plaisir, entre guillemets. C'est très spécial de parler de ce film comme ça. Mais voilà, quoi. Et avec un set-off payoff, quand il arrive, cette payoff, il est d'une jouissance. Et qui est folle, quoi. Et à la fin, ça explose, et moi, j'ai été à fond, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que les personnages, il y a l'impression qu'ils ont les deux hommes, ils veulent pas assumer qu'ils sont attirés l'un par l'autre, j'ai l'impression. Alors qu'ils se font des
ils se touchent les cuisses et tout, ils se font des trucs que se font généralement des je sais gays, quoi. Pas s'ils veulent pas assumer, mais en tout cas c'est clairement Bah parce qu'à un moment ils disent non, on fait rien et tout. Non mais au début ils disent non, on n'est pas, voilà, on est meilleurs potes et tout, mais elle est quand même une instigatrice de ça, quoi. On a la scène, la fameuse scène dans la chambre où ils sont à 3, où on pense qu'il va se passer quelque chose avec les 3 et en fait elle devient carrément une metteuse en scène en fait dans cette séquence où elle met en scène les deux qui s'embrassent, etc. Et voilà, en fait, et ça j'adore le personnage de Zendaya dans le film qui est assez complexe, qui est un personnage un peu tragique parce que elle, sa vie c'est le tennis mais malheureusement elle peut plus en faire, et en fait c'est vraiment une meneuse de jeu dans le film, en fait. Elle les mène vraiment par la baguette, quoi, les deux, quoi. Ah, c'est une manipulatrice, quoi. Ouais, une sorte de manipulatrice. En fait, elle veut les manipuler pour qu'ils se dépassent eux-mêmes et voilà, qui mène à cette scène finale où elle-même se lève et applaudit ce qui se passe, parce que voilà, quoi, il y a un truc assez fort qui se passe, quoi. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé en fait ce film, pour le coup, voilà, j'ai pas mal aimé, alors que je m'attendais pas à autant aimer le film. Est-ce que tu as peut-être des défauts à dire au film? Ouais, c'est dur là. Ouais. Ça commence à être dur. Je sais pas trop sur le coup quoi dire là. Donc j'avoue que je suis un peu coincé. Je me dis peut-être le côté maman, le petit côté famille, peut-être qu'on voit pas assez, je sais pas. Ok, ouais, bon après c'est pour passer secondaire. Enfin, ouais, donc je sais pas, donc je sais pas trop. Moi j'aurais dit que la narration en flashback au début elle peut un peu te perdre sur le coup. Ouais. C'est vrai que les 30 premières minutes c'est dur de rentrer dedans parce que tu te dis attends, là je suis où, attention 2 secondes. Voilà, et le film, bon, après c'est dans le ton du film, voilà, il est très appuyé parfois, c'est pas un film subtil et de toute façon il a pas besoin d'être vu que dans le kitsch dans lequel il est, mais oui c'est peut-être des fois il va peut-être un peu loin, voilà, dans son truc appuyé, quoi, mais moi je le trouve super et ouais, je trouve que les acteurs sont super, voilà. On passe au suivant, Ista ? On y va. On passe au numéro 5. Tu es sûr de vouloir faire ça ? Alien Romulus de Fede Alvarez avec Kaylee Spaeny, David Jensen, Archie Reno, Isabella Merced. Ista, c'est toi qui l'as mis dans ton top cette année. Pourquoi tu as mis Alien Romulus dans le top et en 5e en plus, bien haut? C'est vrai que j'ai mis assez haut parce que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'est le retour de la franchise que j'aime beaucoup. Hein. J'aime à peu près tous les films à part. Moi, j'aime pas trop Covenant sur le coup. J'aime bien Prometheus, mais Covenant j'ai du mal. Mais les 4 autres, moi j'aime plutôt bien la quadrilogie de base. Et après, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il épouse un peu tous les autres films aliens, il les redconne pas, voilà, ils existent dans ce qu'il fait. En fait, ça va être aussi un gros défaut du film, mais peut-être aussi une qualité, c'est ce truc-là, c'est le côté fanservice qui peut, je trouve, être un peu grossier, je trouve aussi, mais je trouve qu'il me fonctionne aussi. Donc, après, moi, j'ai beaucoup aimé, déjà visuellement c'est chouette, je trouve. Il y a une belle photo, il y a des belles couleurs, les aliens, ils sont toujours cool. Moi, j'aime toujours le design des aliens. Et le monstre de fin, il fait bien flipper, il marche bien, je trouve. Les acteurs, super. Kaylee Spaeny, ça va être une future grande actrice, je pense. Même Isabella Merced, c'est une bonne scream queen, j'ai envie de dire. Elle gueule bien. Et j'ai beaucoup aimé le duo Kaylee Spaeny et puis l'acteur de l'Android, David Johnson, Henry, je crois. David Johnson, ouais. Je trouve que le duo est super et attachant, ouais. Très très attachant. Et, j'ai beaucoup aimé le film. Ouais, quand j'y repense, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé dans cette année et voilà. Ouais, comme t'as dit, il a un gros côté best-of de toute la saga Alien, parce que Fede Alvarez, celui qui a fait le remake de Evil Dead, enfin le remake, oui, le reboot ou je sais pas quoi de Evil Dead, ouais, on sait qui a fait le Breed, et il s'y est collé, et c'est vrai qu'il y a un côté best-of de la série, donc ça lui donne un côté un peu moins personnel peut-être au film, ce que la saga a beaucoup eu, parce que la saga a été inspirée de beaucoup des cinéastes qui l'ont intégré, donc à savoir James Cameron, Ridley Scott, Jean-Pierre Jeunet, David Fincher, etc. Et c'est vrai que là il a un côté moins personnage, mais il y a cette volonté de rendre hommage, et d'un côté c'est vrai que c'est une des forces des films, parce que ça prend un peu de tout ce qui est bien dans certains des films pour faire un best-of de plutôt bien fait, mais c'est vrai que ça tend vers le fanservice déplacé. Pour moi c'est je vais commencer par le défaut du film, comme ça je finirai bien, mais c'est vrai que le fanservice c'est déplacé, quoi, à certains moments. Et moi par exemple, il y a des quotes de la saga qui sont présentes, qui sont c'est nul, appuyées, et t'as envie de mourir, quoi. Quand ça passe, c'est un peu cringe, comme disent les jeunes. Mais le pire pour moi, c'est parce que si c'était juste ça, c'est vrai, mais c'est Ian Holm, il y a le personnage de Ian Holm qui revient, mais avec
design CGI dégueulasse en fait parce qu'il est en CGI, parce que malheureusement Ian Holm est décédé en fait depuis, et ça éthiquement déjà je trouve ça vraiment questionnable parce que l'acteur est mort, et de le revoir en vie après sa mort, sûrement sur l'accord de ses enfants, etc., de sa famille restante, chez moi ça me met un malaise assez palpable, quoi. Et surtout le film dans le film il ressort vraiment parce que le côté CGI est vraiment pas beau je trouve, alors que pourtant le film est impeccable dans ses effets, que ce soit pratique ou visuel, mais là tu te dis mais pourquoi c'est dans ta gueule ce côté CGI, vous n'étiez pas obligé de le faire revenir, et là franchement là le film va trop loin à ce niveau là, quoi. Mais ce que j'aime bien dans le film, c'est retour aux prolétaires, les amis, retour avec des vrais prolos de l'espace. Pour le coup c'est vrai, hein. C'est vrai que sur le coup, non, dans Prometheus, même on est sur des scientifiques, non, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Ouais. Et je trouve que la caractérisation de ces prolétaires est hyper efficace. C'est un des meilleurs crews qu'on ait eu depuis Alien 1 et Alien 2, en fait, parce que depuis Alien 3 et tout. Alien 2, c'est des militaires. C'est ça, mais le crew marche super bien dans le 2. Mais c'est vrai que les prisonniers sont moins intéressants dans le 4 aussi, et ceux de Ridley Scott, il les intéresse pas lui-même, donc ça c'est dans le film, mais là on sent vraiment une vraie alchimie dans ce groupe, et la caractérisation des personnages est super, et comme t'as dit, vraiment le cœur du film, Calice Penny et Randy sont super. Calice Penny qui est une des révélations de l'année, faut le dire, parce qu'elle a joué Priscilla, elle était super dans Priscilla de Sofia Coppola, et elle était super aussi dans Civil War de Alex Garland, et elle en tout cas c'est une vraie révélation, et ici aussi elle est vraiment super, et elle a une super relation avec Randy qui est un genre de best-of de tous les androïdes de la saga, et qui est hyper touchant en fait dans le film. Et d'ailleurs les androïdes dans la saga sont toujours bons dans la saga Alien, et voilà, on y est vraiment aussi un retour à l'horreur pure, en huis clos. Il y a une ambiance horrifique qui est vraiment réussie dans le film, pour moi je trouve. On prend son temps dans la première partie, comme j'aimais bien qu'on prenait son temps dans le premier Alien. On prend son temps pour poser les personnages, pour poser une ambiance, pour poser des set-up payoff effectivement qui sont très voyants, et donc ça peut être un défaut pour certains, mais je les trouve vraiment ludiques, moi, les set-up payoff que Fede Alvarez fait dans ses films en général. C'est hyper efficace et ludique, et vraiment l'ambiance claustrophobique qu'il fait, elle est vraiment comme il faut, poisseux, crasseux, comme on retrouvait dans les premiers Aliens, et c'est dégueulasse. C'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Et vraiment une bonne utilisation des décors dans le film, que ce soit chaque salle a une certaine ambiance. Il y a des jeux avec l'extérieur, l'intérieur du vaisseau, qui interagissent entre elles. Il s'est beaucoup inspiré. Il n'y a pas que des décors, j'ai envie de dire aussi. Par exemple, les facehugger, il a fait un truc que personne n'a jamais fait, et l'idée elle est super. Ah oui, il y a des les vraies scènes de tension super, oui, de renouvellement d'horreur de la saga. C'est vrai qu'il a beaucoup utilisé les facehuggers, donc ça a un petit côté frais aussi. C'est les meilleures scènes de facehugger qu'on a eu de la saga pour le coup. La scène où ils sont dans l'eau et ils doivent s'en sortir, où ils se font pourchasser, ou la scène où ils doivent rester très peu mobiles, etc. C'est vraiment bien fait, c'est frais, et les scènes de tension marchent super bien parce qu'il y a aussi un mix de practical et d'effets numériques qui est hyper bien réussi dans le film, parce que les effets practical c'est très cher à Fede Alvarez, qui avait fait quand même Evil Dead, qui était vraiment dégueulasse, quoi, avec des litres de sang. Je crois que ça avait battu le record de litres de sang utilisés dans un film, et ici il y a vraiment des celui-là il est pas si gore que ça, mais il est pas si gore, mais en fait la mise en scène est très bonne. Je pense notamment, par exemple, il y a une scène clairement vraiment dégueulasse où il y a un facehugger qui se fait retirer d'un personnage, et on voit tout le tuyau du facehugger qui est rentré, on le voit tout sortir, tu vois. Et ça, c'est des scènes comme ça qui sont, effectivement, il y a pas de sang ou quoi, mais qui montrent vraiment, il y a un côté viscéral, quoi, t'as mal à la gorge, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des scènes super. Il utilise vraiment pas mal de choses de l'Alien, l'acide. Il y a une scène en zéro gravité, qui est assez folle aussi. C'est un gros joueur de jeux vidéo. D'ailleurs, il a dit qu'il s'était beaucoup inspiré d'Alien Isolation pour le film, et je pense que ça se sent. Ça se sent. Et ouais, moi je trouve que le monstre de fin est assez terrifiant, parce qu'il y a un 4e acte, comme tous les aliens quasiment. Et ouais, là il y a un truc assez spécial qui se joue, et moi il est vraiment un mixte encore de la saga, mais un mixte qui est vraiment effrayant, quoi, dans le film. Et ouais, moi le film a très bien marché sur moi, et sur toi aussi pour le coup. Ouais, sur moi aussi. Ouais. Et bon, malheureusement ils vont faire une suite, puisque le film a très bien marché. Donc on va se retrouver avec une suite. Il a très bien marché suite à son budget, parce que c'est pas le plus gros succès des aliens. Ça change rien. Enfin, je veux dire, il a fait plus de 400 millions. Oui, c'est un succès. Et même dans la saga, je crois pas que beaucoup de films dans la saga ont fait plus de 400 millions. Bon, après ça a rapporté aussi, parce que en 1980, à la sortie d'Alien, faire 400 millions à la sortie d'Alien et faire 400 millions maintenant, c'est pas la même chose, hein, c'est voilà. Mais il me semble que Prometheus, Covenant, ils ont pas forcément fait. Peut-être que Prometheus, je crois qu'il a fait mieux.
au box-office, Ouais, mais il me semble Covenant, aussi. il me semble pas, quoi. Et voilà. Et ouais, du coup, on va se taper une suite, sûrement dans les mêmes genres de budget, etc. Et voilà, quoi. Je pense que le film Oh, a ça pas mal. Alien, ouais, ça s'arrêtera jamais, je pense, Alien. Cette franchise. Bah, c'est une franchise légendaire du cinéma. Et effectivement, moi, j'aime pour quasiment tous les films, même Covenant et Prometheus. Oui, j'ai des trucs que j'aime bien dedans. Donc voilà. Enfin bref, est-ce qu'on passerait pas au suivant, Ista? On peut y aller. Et on passe au numéro 4. As-tu le pouvoir de devenir un mythe? Furiosa, une saga Mad Max de George Miller avec Anya Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa, Chris Hemsworth, Tom Burke et tout un tas d'acteurs. Voilà, le préquel de Mad Max Fury Road, George Miller qui revient. On l'a tous les deux mis dans notre top. Ouais, bon, bah Furiosa, bah oui, voilà, meilleur film d'action de l'année, voilà, sans surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé les Mad Max Fury Road, c'était un de mes films d'action préférés de la décennie précédente. Voilà, je suis pas original sur ça. Pour le coup, j'aime bien Mad Max 2, Mad Max 1, j'ai un peu plus de problèmes. Et George Miller, oui, j'aime plutôt bien. J'avais plutôt bien aimé, beaucoup aimé son dernier film. Et bah oui, c'est toujours un plaisir de retrouver l'univers de Mad Max, du coup, parce que moi j'adore cet univers quand même. Faut dire visuellement, c'est ça en jette, quoi. Les costumes, les décors, les personnages. Méchant, complètement loufoque dans la saga, enfin c'est assez punk, moi j'aime beaucoup, quoi. Et moi ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que chaque Mad Max est différent du dernier et du suivant en fait. Et ici on déroge pas à la règle. Mad Max 2 était pas pareil que Mad Max 1, qui comme Mad Max 3 était pas pareil que celui d'avant, et ici Furiosa il a l'intelligence de pas faire la même chose que Mad Max Fury Road. Pour le coup, ici on est dans un conte, voilà, un peu de personnages, quoi, de parcours de personnages, et ça ressemble beaucoup à ce que Miller, enfin certaines obsessions de Miller ces dernières années, parce qu'il a fait le film 3000 ans à t'attendre, qui parlait littéralement des mythes, qui parlait de ça, de mythologie. Et ici on y retrouve ici, on a un côté qui est très numérique, par exemple à la patine, mais ça accentue le côté fantasmé de l'image. Il y a un côté cartoon comics à l'image qui est que j'aime beaucoup en fait, et qui est dans cette logique aussi de conte, et qui m'emporte vraiment parce que le film est visuellement spectaculaire. Mais c'est un film de George Miller donc évidemment, mais voilà, faut quand même le noter, le film est hyper fluide, quoi. Il est hyper limpide, genre t'as l'impression que c'est un genre de ride, enfin c'est pas un ride, mais il y a une certaine fluidité en fait à l'image que j'aime beaucoup. Le film joue beaucoup avec les images et il fait beaucoup de narration par l'image. De toute façon, j'allais dire Hans Zimmer, rien à voir. George Miller, parce qu'il joue beaucoup avec les nombreux détails dans l'image, les arrière-plans, les transitions du film, elles sont absolument magnifiques. Je pense à ce moment où Furiosa balance sa perruque, par exemple, dans le vide, et que ça atterrit dans une branche, et qu'on voit la branche on voit l'accélération en fait du temps, parce qu'il y a le temps qui passe, et on voit la branche qui évolue, et on a cette perruque, bah non c'est ses cheveux, c'est pas une perruque, mais en tout cas ses cheveux qui évoluent avec l'arbre, etc. Enfin, il y a vraiment des idées de partout, quoi. Et lui, ce qu'il fait, c'est de la narration par l'action, et c'est que ça en fait. Les 15 premières minutes, c'est que de l'action, c'est que de l'exposition par l'action. Donc les relations entre les personnages, quel personnage enfin qu'est-ce que représente le personnage par rapport vis-à-vis aux autres personnages, etc. C'est incroyable, quoi, au niveau des scènes d'action à ce niveau-là, les gunfights et tout. Enfin, il y a une scène où deux personnages vont se lier amoureusement, et c'est que par l'action. C'est-à-dire que c'est assez fou que par les regards, etc. Et ouais, bah, moi je trouve que les scènes d'action sont super, surtout les gunfights. En fait, il y a une scène au milieu du film que j'adore, c'est le moment où ils se font piéger, le personnage de Furiosa et de Tom Burke qui sont tombés amoureux, et ils se font piéger, et on va dire que Furiosa va protéger Tom Burke avec un sniper, par exemple, et cette scène elle est absolument incroyable au niveau du film, quoi. C'est vraiment une des meilleures scènes d'action que j'ai vues cette année, et depuis longtemps, quoi. Je trouve qu'il y a une scène d'action que je trouve un peu moins bien, qui est une des meilleures scènes d'action que j'ai vues cette année. On s'en tient, je parle de la scène du convoi que beaucoup de gens aiment beaucoup, mais je la trouve un peu moins bonne parce qu'il se rapproche beaucoup de ce que Fury Road faisait, c'est à savoir une scène de course-poursuite avec des mecs qui se tirent dessus, quoi. Donc voilà, de Mad Max Fury Road. Mais je la trouve pas aussi bonne parce que je trouve que les effets sont beaucoup plus voyants. Je pense notamment à un personnage qui sortait du convoi, qui est un personnage de petite taille, il me semble. Voilà, peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que c'est ça. Et je vois les incrustations qui sont vraiment dégueulasses. Et là, à ce niveau-là, je la trouve vraiment moins bonne. Et on est vraiment dans la redite de Fury Road, très bien faite. Même s'il essaye aussi parce que les scènes de Fury Road sont très dans l'horizontalité.
l'horizontalité. L'horizontabilité, ça veut rien dire. L'horizontalité, c'est-à-dire c'est des lignes droites, des voitures. Et ici, il rajoute un côté horizontal, par exemple, parce qu'il y a ces personnages qui s'envolent en parachute, donc, et qui sont assez fous. Enfin, c'est l'univers de Mad Max, c'est complètement fou, quoi. Et donc ça rajoute un côté horizontal à la scène. Donc il essaie de rajouter toujours quelque chose. Voilà, c'est George Miller, mais je trouve que ça se rapproche trop de Fury Road pour me forcer à faire la comparaison. Et je la trouve forcément moins bonne que les scènes d'action de Fury Road, malheureusement. Maintenant, je chipote beaucoup quand même dans le film, parce que on n'a pas parlé, mais Anya Taylor-Joy, son parcours est super en fait dans le film, même si on va pas échapper au problème du préquel, c'est-à-dire à certains moments elle va se couper la main comme dans Fury Road, elle va perdre ses cheveux, elle va enlever ses cheveux et tout ça. Bref, oui, mais elle est super, elle, en Furiosa. Vraiment, on avait des doutes parce que Charlize Theron, elle avait vraiment mis la barre très très haute. Quand même dans Fury Road, c'était vraiment c'était le meilleur personnage du film, même de Fury Road, et un des meilleurs personnages de film d'action que j'ai vu. Et ouais, jouer Furiosa, qui est un personnage qui est presque mythique dans quasiment tout le film, sauf à la fin où là ça a vraiment son sens, mais elle joue beaucoup avec les regards, Anya Taylor-Joy, et ça marche vraiment. Il y a vraiment une évolution physique de son personnage dans tout le film, et ouais, moi ça m'a beaucoup parlé, notamment aussi le personnage de Dementus, le personnage de Chris Hemsworth, qui est super, qui est constamment dans la parlotte, qui essaye de vraiment rentrer dans le mythe, de vraiment prendre la place du personnage principal, et vraiment j'adore le voir, ce personnage qui parle beaucoup, qui essaye, alors que en contraste t'as Anya Taylor-Joy qui parle jamais et tout, et c'est vraiment super sur ce que ça dit du mythe et de la mythologie, quoi. Et ouais, moi j'adore Chris Hemsworth dans le film avec son faux nez, ses changements de costume, etc. Je les trouve super, quoi. Mais là j'ai beaucoup parlé. Bon, on a compris que j'avais beaucoup aimé le film, mais toi, Ista, tu as beaucoup aimé le film aussi? Oui, j'ai beaucoup aimé aussi sur le coup le film. Sur le coup, c'est vrai qu'il a un ton différent de tous les autres Mad Max, mais c'est vrai que c'est un peu, en fait, au final, c'est un peu comme Alien, où chaque film est un peu différent. Sur le coup, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est une saga un peu similaire dans le sens là. Et sauf que là, c'est toujours le même réal. C'est ça qui est marrant. Il arrive toujours à se renouveler, ça, pour le coup. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que là, il y a un côté, oui, tu parlais de BD, tout ça, mais oui, un côté conte aussi, proche de ses films récents, notamment. J'avais entendu quelqu'un qui disait que ça ressemblait à Happy Feet 2. Et je sais que Fury Road, il y a beaucoup de parallèles avec le premier Happy Feet. Mais j'ai pas vu Happy Feet 2, donc je peux pas en parler sur le coup. J'ai pas vu. Mais c'est pour placer Happy Feet, pour faire un petit clin d'œil à Nero, voilà. Et ouais, c'est Anya Taylor-Joy super convaincante dans le rôle, sur le coup. Chris Hemsworth en méchant un peu débile avec un gros nez, ouais, c'est drôle. Ça lui va bien, ça marche bien. L'univers, il est toujours aussi chouette. Moi, j'aime beaucoup l'univers, déjà de base. Même dans Ken le Survivant, qui reprend un peu cet univers-là, j'aimais bien. Sur ce truc un peu punk, dans le désert post-apo, tout ça. Donc c'est un univers que j'apprécie. Puis effectivement, visuellement, ça fait peut-être un peu cheap, mais ça marche pour ce que ça veut raconter, au final. Il y a un côté cartoonesque. Ouais, à la base ça devait être un animé, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'au final il y ait ce choix-là artistique. Parce que je pense que c'est des choix artistiques, je pense pas que ce soit genre en mode c'est moche, oui. Ils ont pas eu le temps, etc. Je pense qu'ils ont complètement eu le temps de faire ce qu'ils voulaient, et que c'est ce que recherchait George Miller, je pense. En tout cas, il s'est adapté, parce que le tournage a été chaotique quand même, faut le dire, mais il s'est adapté à ces conditions-là, et il en a fait une force, moi je trouve, en tout cas. Ouais, voilà. Moi la scène du combat, je l'aime bien, par contre. Pour moi ça marche. Non, mais elle est bien. Ouais. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais je dis que par rapport à Fury Road, elle s'inscrit dans la veine de Fury Road, et je la trouve moins bien que les scènes d'action de Fury Road. Et voilà, c'est... Ok. Après, moi, j'avais besoin un peu d'une scène comme ça. J'ai l'impression dans ce film-là, pour rappeler un peu que c'est Mad Max aussi, quand même, quoi, et que c'est aussi des voitures qui s'envoient des fions. Donc, ouais, non, Anya Taylor-Joy, super. La réal chouette, l'histoire vraiment sympa. Et, après, c'est vrai que ça se finit sur un mode un peu, ça se finit un peu en mode conte, quoi, sur le coup, un peu une fable, genre, ça part d'un arbre et tout à la fin, là, c'est un peu chelou. Oui, là, ça part dans quelque chose de vraiment mythologique, en mode qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce qu'elle l'a tué de cette façon, de l'autre façon? Il y a vraiment un narrateur en plus à cette histoire, donc ouais, on est à fond dans le conte, là. Mais par contre, pour les scènes d'action, moi, je préfère les gunfights, hein, tu vois. Voir moi, les 15 premières minutes, je les trouve incroyables, de course-poursuite. Ah, c'est super, avec elle s'arrête, la mer, là. le sniper, c'est limpide, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est d'une efficacité, je trouve, folle. Malheureusement, le film a fait un flop au box-office. Oui, ça c'est un vrai problème, mais sur le coup, niveau spectateur, par contre, il est très apprécié, hein, ce film-là. Oui, mais bon. Au moins, il aura un succès, il a moins un succès critique, mais bon, public, en tout cas, niveau sous, quoi. Il fait pas, voilà. Mais il aura une bonne répute chez les cinéphiles, je pense. Comme beaucoup de films de George Miller. Est-ce qu'on passerait pas
au film suivant, Ista. On peut y aller. Et ben on rentre dans le top 3. Pourquoi t'es là, toi? Les Chambres Rouges, le thriller de Pascal Plante. 2 jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ces meurtres, avec Juliette Gariepi, Laurie Fortin-Babin, Elisabeth Locas. Un film canadien, voilà, encore une fois, un film québécois. Ista, c'est moi qui ai mis ce film dans le top. C'est mon top 1 de l'année, voilà, personnel. C'est le film que j'ai préféré cette année, pour le coup. Donc voilà, moi je l'aurais mis top 1, mais je peux comprendre, voilà, on n'est pas tout. Et top 3. Et moi je l'avais pas vu, hein, donc faut oui, c'est vrai, mais bon, quand même. Moi, dans mon cœur, c'est un top 1, je suis un fan de thriller, voilà, et là, ça m'a parlé. C'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup, quand même, ça s'intéresse aux femmes fascinées de tueurs en série. Moi, j'ai pas tellement vu ça, enfin tout cas de films centrés vraiment sur ça, et ouais, pour le coup c'est un thriller qui m'a vraiment fasciné, ouais, mais vraiment et pourtant je l'ai vu au début de l'année, tu vois, je l'ai vu direct au début de l'année en janvier, et j'ai fait ok, c'est mon film de l'année comme ça. Et ça commence comme un faux film de, enfin c'est un faux film de procès en fait, parce que ça commence comme un film de procès, on pense que ça va être un film de procès, pas du tout, en fait c'est une fausse piste qui va te mener ailleurs, à suivre ce personnage de Juliette Gariepi qui est vraiment fascinant, des plus fascinants de cette année, et c'est le film qui m'a le plus terrifié, le plus dérangé cette année, pour le coup, et tout cela sans montrer aucune image explicite de violence ou de trucs très bizarres, et c'est vraiment le point fort du film, c'est-à-dire que c'est suggéré, rien n'est montré, pourtant c'est terrifiant, et bah c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs au cinéma, souvent les signes suggérés qui sont les plus terrifiantes, et ici, les bons films, enfin ça dépend, il y a des bons films quand même qui montrent des choses, de films de Carpenter c'est très bien. Voilà, mais ouais, le truc le plus terrifiant que j'ai eu cette année, c'est une lumière rouge sur un ordinateur, donc tu vois pour te dire, je vois là cette scène. donc voilà, et en fait on a des scènes de torture entre guillemets, mais qui ne sont jamais montrées, tout est suggéré, c'est-à-dire déjà il y a un super travail du son, c'est-à-dire qu'on voit le personnage qui regarde ces scènes d'horreur, et on a des petits extraits de torture, notamment au procès aussi, au bout d'un moment où il y a un petit passage de torture, on entend une fille crier, mais ils sont terrifiantes ces extraits, parce que je pense que c'est pas des vrais cris, hein, mais j'ai vraiment l'impression que j'étais devant un vrai snuff movie, quoi. Enfin, tu sais que c'était vraiment des trucs de torture, des vrais extraits audio de torture, quoi. À ces moments quand ça passe, c'est glaçant, quoi, à ce moment-là. Et ouais, il y a une des scènes de procès qui est la plus terrifiante que j'ai vue cette année, notamment sur un personnage qui se déguise, on va dire, qui voilà, et il y a une scène avec une musique et tout, mais elle m'a tué cette scène-là. Et c'est vrai que c'est un film qui est composé énormément de plans fixes, de plans séquences fixes, d'ailleurs, où on a le personnage de Juliette Gariepi, qui est aussi accompagné d'un autre personnage, mais c'est surtout elle qu'on suit, et c'est centré sur son visage, et c'est centré sur son regard, elle qui regarde en fait des trucs horribles de torture, et ça questionne aussi beaucoup sur le voyeurisme, puisqu'on ne voit jamais rien, mais on a quand même une partie de nous qui a envie de voir, tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est que il y a quand même une partie de nous qui a envie de voir quand même cette torture, ce truc-là, de voir pourquoi elle est aussi fascinée par ce truc-là, et le film arrive à nous emporter, parce que on suit quand même un personnage qui est pas forcément empathique, hein, voilà, hein, qui est complètement antipathique même. Mais pourtant, ces 30 dernières minutes, il y a une tension qui est éprouvante, et c'est bizarre, mais je suis avec le personnage et j'ai envie qu'elle aille au bout de son truc, tu vois. J'ai envie qu'elle aille, parce que je suis fasciné, en fait, par ce personnage principal, que j'ai jamais vu ailleurs, en fait, parce que on a envie de la suivre alors qu'elle fait des choix où on est complètement en contradiction avec elle, quoi. Et pourtant, on n'arrive jamais vraiment à la cerner totalement, en fait, ce personnage. Ce personnage, il nous échappe toujours totalement, même jusqu'à la fin. En fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'il attire. Moi, j'ai pas compris la toute fin sur le coup, parce que j'ai l'impression qu'elle fait un truc bien sur le coup. Bah oui, mais oui et non, parce qu'en fait, c'est un personnage qui échappe totalement au cliché que j'aurais pu avoir quand je l'ai vu. C'est un genre de psychopathe moderne, en fait. Pour le coup, ce personnage, parce qu'elle est fascinée par les tueurs en série, elle est un peu psychopathe, elle fait des choses très très spéciales, quoi, pour avoir son attention, etc. Comme d'autres, ça existe, hein, évidemment, ces genres de femmes qui sont fascinées par les tueurs en série, qui tombent amoureux et tout, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire, hein, bien sûr. Et puis bon, il y a eu le Charles Manson qui avait
Ouais. Il y avait plein de gens qui, voilà, tu sais, il les charmait, quoi. Enfin, pas il les charmait, mais les gens, ils devenaient fans de lui et tout. Alors c'est ça. Qui commettait des meurtres, quoi. Ouais. Mais c'est arrivé plusieurs fois, je sais plus quel... Et ils allaient tuer pour lui aussi, quoi, derrière. Je me souviens plus quel tueur en série français, mais il avait eu un enfant après avoir été en prison parce qu'il y avait des fans de lui qui, voilà, tu vois, enfin des trucs très étranges. Et tu dis mais c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que c'est des psychopathes qu'on connaît pas trop. C'est des psychopathes qui sont sur des trucs de Bitcoin à acheter des vidéos horribles. Tu vois, c'est un truc que j'avais jamais sur vu le encore. Deep Web et tout. C'est ça, en fait, c'est sur le Deep Web. C'est des trucs qu'on n'a pas encore vus et c'est fascinant. Et Juliette Garipi qui joue ce personnage, elle le joue hyper bien parce que c'est un personnage qui est fasciné par les tueurs en série, mais en même temps, elle a un visage qui est impassible. Mais dans son visage, elle est hyper rangée. C'est d'ailleurs une mannequin, donc elle sait jouer avec son visage, elle sait ne pas montrer ses émotions, être très neutre. Et pourtant, mais dans son regard, il y a quelque chose d'assez terrifiant ou quoi, tu vois. Et elle est un peu en contraste avec l'autre qui est fascinée aussi par les tueurs en série, qui est comme elle, mais qui est pas du tout dans la même veine. L'autre, elle est beaucoup plus expressive. D'ailleurs, c'est... Oui, mais l'autre, elle dit c'est innocent, il est innocent et tout. Ouais, mais l'autre, il la pense innocent, qui est un personnage qui est aussi assez intéressant parce qu'elle est en contraste avec Juliette Garipi. Mais elle... Bon, je vais pas spoiler ce qui va se passer, mais en tout cas, elle a pas le même destin, elle a pas les mêmes objectifs, elle est pas aussi extrême que l'autre, quoi. Et vraiment, c'est un duo hyper intéressant. Et ouais, moi, j'ai été vraiment fasciné, transporté par le film qui est aussi assez beau plastiquement et il m'a mis vraiment dans un mood, vraiment dans la salle de cinéma, je te jure, on n'était pas bien. Je te jure, les gens étaient pas bien autour de moi. C'était vraiment bizarre, quoi. Et toi, du coup, t'as été emporté? Ouais, j'ai bien aimé le film, sur le coup, il marche bien, il se regarde bien, il a un bon rythme, mais c'est vrai que c'est assez horrible ce qui se passe. Il y a le personnage de la mère aussi qui est intéressant, je trouve. Qu'on voit plusieurs fois et tout, et qui, voilà, c'est vrai que, quand il y a le fameux scène de la déguisement, je dis, mais elle était complètement tarée, l'autre. C'est la famille et tout, quoi. Mais j'ai du mal à cerner, moi, le personnage principal, et, sur le coup, je pense que c'est voulu, hein, sur le coup. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est ça aussi on a l'impression de la comprendre, de comprendre sa fascination, mais en même temps, on te donnera jamais les clés de ce pourquoi elle est comme ça, de ce pourquoi certaines choses elle fait. Et ça, ça peut être déroutant, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer cet aspect-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont être en mode moi je veux capter, mais moi j'aime bien c'est bizarre ce que je vais dire parce que c'est contradictoire, de connaître un personnage mais de jamais l'avoir entièrement. Il a toujours un truc peu mystérieux, tu vois, sur ce personnage que je capterai jamais, quoi. Par contre, ils font les Chambres Rouges 2. Non, t'imagines la préquelle de Disney. La préquelle, ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis il y a le truc du jeu de poker aussi qui est un peu une allégorie, je pense aussi sur sa vie, tout ça. Mais d'ailleurs, ce moment où elle doit gagner des sous et gagner un bet, entre guillemets, mais c'est fou comment je suis impliqué à ce moment-là, de me dire j'ai envie qu'elle l'ait, alors que mais c'est complètement, je suis contradictoire avec moi-même, mais c'est pour ça que je pense que ça questionne aussi sur le voyeurisme, c'est qu'on a tous un peu ce côté voyeur, malheureusement, c'est sûr. Quand elle regarde, pourtant on est bloqué sur leur visage pendant 10 minutes avec des trucs horribles qu'on entend, qu'on voit pas, on n'est jamais dans un truc obscène, mais pourtant t'as un petit côté de toi, tu dis putain, j'ai quand même envie de voir ce qu'elle voit, quoi. J'ai envie de dire qu'il y a même ça dans le procès, parce qu'ils montrent les fameuses vidéos. C'est ça, ouais. Et ils préviennent, ils disent attention, ça va être choquant, ça va être horrible et tout, et les gens ils restent, quoi, tu vois. Et c'est ça, parce qu'on est tous un peu fascinés, je pense, un peu par ça, malheureusement. Et après derrière ça s'évanouit et tout, quoi, mais voilà. Ça s'évanouit, c'est vrai. Est-ce que t'as peut-être un défaut au film? Pourquoi elle dort dans les poubelles? Elle dort dans les poubelles? Ouais, bah oui, plusieurs fois tu sais, ils mettent leur sac là et ils se mettent dans les poubelles. Ah, mais ils se mettent pas à côté du procès où ils dorment là pour. Si, je crois que c'est pas loin du procès. Pour être les premiers à arriver et être sûr d'avoir une place. C'est pour ça qu'ils. Ouais, c'est comme, en fait, c'est des fans, en fait, c'est comme les fans à un concert. C'est ça, sauf que ils y vont tous les jours au procès, quoi, c'est quand même pas fou. Défaut, je sais pas trop. Ça parle québécois, des fois je comprends pas. Mais t'avais pas de sous-titres? Si, j'avais des sous-titres. Ah ouais, ça va. Si, c'est vrai. Bon, moi, je vais avoir du mal aussi à trouver un défaut parce que moi, c'est mon film de l'année, mais je sais pas, peut-être que sur le côté, j'allais dire mannequin, mais même ça, c'est bien parce que la relation qu'elle a avec son agente et tout, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, hein. Franchement, non. Il y a la scène de l'émission télé qui est sympa aussi, quand elle appelle l'émission télé. Oui, que l'autre est pilé. Oui, c'est sympa aussi, mais j'allais dire peut-être là, quand elle se défoule, là, elle fait je sais pas, c'est du tennis, mais pas du tennis, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui. Peut-être qu'il y en a trop dans le film, je sais pas. Ouais, je dirais un truc comme ça. Peut-être qu'il y en a un peu trop. C'est peut-être un peu redondant, ces trucs-là. Mais bon. Ouais, c'est pour trouver un défaut parce que là, j'y arrive pas. Ouais, c'est vraiment le pinaillage, hein, sur le coup. Ouais. Mais je te propose de passer au suivant. On peut aller au suivant. Ouais, le suivant, il a fait parler. Allez, on passe au top 2.
Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Deux substances de Coralie Farja avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. Elizabeth Sparkle, la vedette d'une émission d'aérobic, est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé. Pour la suite de sa carrière, le moral au plus bas, il reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Istar, on a tous les deux mis ce film dans notre top. Voilà, on est très haut même dans notre top, et donc il a fini numéro 2. On avait fait un épisode dessus, on avait été très dithyrambique même sur le film, même si apparemment ça s'est pas entendu pour ma part apparemment. Enfin moi j'ai pas été assez dithyrambique, non voilà, petit clin d'œil à quelqu'un qui écoute le podcast. Mais oui, De Substance, ça nous a mis une vraie claque. Voilà, ça fait beaucoup de débats quand même. Le film il continue à faire débat. Je pense que c'est un des films qui a fait le plus débat cette année. Tu vas peut-être commencer parce que j'ai commencé celui d'avant. Est-ce que le film a bien vieilli en toi, De Substance? Ah bah moi j'avais carrément mis top 1 sur le coup. Ouais, donc, moi c'est j'ai adoré ce film. Même le côté grossier que je sais que certains n'aiment pas. Moi la fin je l'ai adoré, j'ai adoré tout le film. Je trouve le sujet super, tout ce que ça raconte, tous les thèmes, les thématiques que ça amène sur la féminité, le vieillissement chez les femmes, dans Hollywood, tout ça, le système hollywoodien, même patriarcal sur le coup. En général, le côté aussi où c'est un peu grossier, mais ça fait presque des fois un peu dessin animé, c'est vrai. J'ai entendu dire que c'est cartoonesque. Ouais, c'est un peu cartoonesque. Il y a un moment de Demi Moore, on dirait presque une sorcière de dessin animé. C'est un peu vrai. Sur le coup, c'est assez drôle. Je trouve aussi le film très drôle. J'ai eu un énorme fou rire moi sur la fin. Je trouve que ça marche super bien. Enfin, moi je trouve que c'est un film génial. Et je pense que c'est un film, je pourrais le montrer genre à ma sœur pour dire, tu veux voir un film de fou? Je vais montrer ça. C'est super quoi, les deux actrices super, Margaret Qualley et Demi Moore que j'avais jamais vu comme ça d'ailleurs, et qui m'a vraiment impressionné, et tout ce que ça raconte, et la réal aussi, sur les plans un peu repris de Shining ou ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup les couleurs très fluo, flashy, qu'on voit beaucoup dans le film, qui me plaisent beaucoup, qui me tapent beaucoup à l'œil. Moi j'aime beaucoup quand les films qui tapent à l'œil, j'aime bien Refn pour ça. C'est un super film, un des meilleurs films de l'année pour moi. Alors c'est bien mieux que Nicolas Winding Refn, mais ça c'est un autre débat. mais moi quand c'est visuel j'aime bien quoi, ça me parle. Bah ouais, c'est peut-être un des films les mieux mis en scène que j'ai vu cette année. Comme Challenger, c'est assez pop, voilà, comme film. Là, c'est par contre aussi hyper coloré. Là, pour le coup, l'utilisation des couleurs est superbe dans le film. D'ailleurs, je vous renvoie à notre critique, parce que je suis assez fier de notre critique qu'on avait fait sur le film, quand même, qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Et on a été assez dithyrambique sur le film. Mais oui, effectivement, le film a un côté très clipesque, cartoonesque, artificiel. C'est normal. Ça parle de la société du spectacle. La société du spectacle, c'est très artificiel. Voilà. Moi, je trouve que ça fonctionne dans ce que c'est. C'est outrancier, c'est cartonné, c'est vulgaire à fond. Mais cette mise en scène, elle est logique avec ce que veut faire Coralie Farja. Donc, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur le film, sur pourquoi elle est comme ça. Je vais revenir sur quelques points, mais je vais pas aller à fond dedans parce que voilà, on a fait tout un épisode dessus. Mais voilà, il y a tous ces gros plans sur le visage déformant, par exemple de Dennis Quaid qui est en train de manger des crevettes dégueulasses, en même temps en parlant des femmes et de leur corps, de ce qu'il attendait, etc. Il y a clairement un contraste assez humoristique dedans, mais elle filme en même temps. Il y a une grosse mise en parallèle de tous les plans sur les parties du corps de la femme, qui est, on a dit, disséquée. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'on a des plans sur toutes les parties du corps de Margaret Qualley possibles. Parce que, il y a une sexualisation, en fait, à l'outrance. Ça correspond à un certain male gaze, donc de sexualiser la femme, mais ici qui est complètement embrassé par les personnages, parce que Elizabeth et Sue, donc les personnages interprétés par Margaret Qualley et Demi Moore, qui sont la même personne, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à comprendre cet aspect-là du film, mais en fait elles ne se reconnaissent qu'en ce male gaze, que en lui. En fait elles ne peuvent vivre qu'à travers celui-là, et c'est pour ça que la mise en scène est comme ça, parce que la mise en scène embrasse ce côté-là, et ce qui est fort, ce que Coralie Farja arrive à faire, c'est que ça en devient dégoûtant. Cette sexualisation à outrance, ça devient éprouvant, et elle arrive à faire que le male gaze devient quelque chose de monstrueux, et littéralement de monstrueux à la fin, voilà, pour le coup, et c'est ça qui est absolument fou dans le film, et c'est pour ça que je pense que c'est un des films les mieux mis en scène cette année, et voilà, moi je trouve que le film est absolument superbe. Je trouve que Demi Moore, effectivement, c'est un incroyable choix de casting, parce que c'est quelqu'un qui est très âgé dans une industrie qui est pas très tendre avec les femmes très âgées, donc ça parle évidemment de conditions de la femme, on l'a dit, mais je trouve que ça en parle beaucoup plus que ce que beaucoup de gens ont cru voir, et je pense qu'on a même
pas tout gratté. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à gratter de ce film qu'on n'a pas tout vu, quoi. Et ouais, il y a des scènes que j'adore dans ce film. La scène de maquillage, c'est une des meilleures scènes que j'ai vues de cette année, où Demi Moore a un date, mais elle arrive pas à se rendre à ce date parce que en fait elle se trouve pas assez belle, parce qu'elle voit des photos de Sue, donc son alter ego Margaret Qualley, un peu partout, donc elle se trouve moche, elle se démaquille, elle se remaquille et tout, et enfin bref, et elle veut partir, mais en fait elle repart pas. Enfin, il y a tout un truc vis-à-vis du regard, un rapport au regard dans le film qui est hyper bien fait. Et oui, ça fonctionne, c'est super, c'est assez dramatique, mais en même temps c'est assez horrifique. Enfin, il y a les côtés body horror qui est très exploité à fond, mais aussi le côté comique de ce body horror là. Voilà, moi j'ai adoré, et je trouve que ça exploite son concept, parce qu'en termes de film, de rythmique, de concept, de la substance, et ben ça l'exploite à fond, comme pas beaucoup de films le font, c'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais vraiment dans le film. Mais je trouve que moi, il dure 2h30, mais il passe à une vitesse folle, parce qu'il exploite à fond son concept, c'est-à-dire à savoir, il y a des règles, les règles vont être brisées, mais elles vont être brisées, mais vraiment dans tous les sens, quoi, ces règles, jusqu'à aboutir à un final vraiment, vraiment jouissif, quoi, pour le coup, je trouve. Ouais, mais je trouve que ça mélange un peu tu sais, le film indépendant un peu à télo, et puis la série Z aussi, c'est un peu rigolo, il y a un peu un mélange. Ouais. Tu vois, surtout la fin, quoi, où c'est vraiment, tu sais, on est dans du... C'est grotesque, ouais. Ouais, c'est ultra grotesque et tout, mais je sais pas, je trouve ça donne un film vraiment unique. Ah oui, pour le coup, c'est vraiment intéressant, quoi. Et surtout, je trouve que ça arrive bien à jongler le côté comédie et horrifique, quoi. Ça aurait pu se casser la gueule, mais je trouve que ça tient vraiment bien. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas considéré comme un film d'horreur, je crois, j'ai l'impression. Bah, si, quand même, ça. Enfin, après, si, quand même. Je pense que c'est considéré. Ouais, je sais pas, parce que je crois pas que dans mon ciné, ils font des horror night, et je crois pas qu'ils l'ont mis sur le coup, mais voilà, c'est pour ça. Ah, moi, si, un vendredi de l'horreur. Ah, ils l'ont mis, toi? Moi, oui. Ah, ok. Sur les pâtés. Mais en tout cas, c'est considéré comme un épouvante horreur sur les tu sais, les fiches, les trucs comme ça. Bon, enfin bref, on s'en fout des catégorisations. Mais est-ce que tu as des défauts à donner sur le film, peut-être? Ouais, ça devient compliqué, hein, sur le numéro 2, là. Parce que pour moi, tout est parfait, quoi. Mais, si, peut-être, la scène du bar, avec le vieux. Oui, j'en avais parlé aussi. Mais la scène du vieux, je la trouve trop appuyée dans les dialogues. Je trouve, parce que le film est très appuyé dans sa mise en scène, mais ça fait sens avec ce qu'elle veut raconter. Mais dans les dialogues, c'est pas un film qui parle beaucoup, je trouve, hein, c'est un film qui montre beaucoup. Mais c'est vrai que là, le vieux, voilà, je trouve qu'elle rencontre un vieux dans un bar qui lui fait comprendre que lui aussi prend la substance, et c'est vrai que c'est une scène tellement appuyée dans les dialogues que c'est vrai que ça m'a sorti un peu. Et il y a quelques facilités scénaristiques dans le film, genre elle se construit une chambre forte chez elle, enfin à quel moment, enfin bref. Oui, c'est vrai qu'il y a même des fois sur le truc des règles vers la fin, ça respecte plus grand chose sur le, enfin c'est un peu bizarre, tu sais, le personnage devient un genre de zombie de Resident Evil, quoi, donc c'est un peu chelou, mais voilà, quoi. Ouais, non, mais après ça m'a pas dérangé, moi, ce truc là, parce que ça, oui, mais bon, quelqu'un qui veut quelque chose de cohérent peut peut-être, voilà, mais moi ça me dérange pas non plus. Wow, c'est incohérent, il y a des incohérences partout, là je trouve pas que c'est des incohérences flagrantes qui me sortent du film, en tout cas. Non, mais le perso, tu vois, qui bouge, qui devient tout pourri, qui bouge pratiquement plus, il commence à sauter partout et tout. Oui, mais en fait, pour moi, c'est pas incohérent, parce que là, on rentre dans un truc très cartoonesque, en fait. Donc, effectivement, oui, c'est pas réaliste, mais en fait, le film n'est pas réaliste, là. À ce moment-là, c'est pas une volonté de réalisme, tu vois. C'est pour ça que pour moi, j'ai du mal à classifier ça d'incohérence. Mais bon, si t'acceptes pas le truc, je peux comprendre que tu sortes du truc, mais sinon, oui, c'est très bien. Ah, moi, J'achète. Bon. On va arriver au top 1, mais avant, Ista, est-ce qu'on n'aurait pas quelques peut-être mentions honorables avant de passer au top 1? Est-ce que tu en as quelques-uns? Bah, moi, j'avais mis Love Lies Bleeding, avec Kristen Stewart. Oui, c'est Kirsten Dunst et Kristen Stewart. C'est beaucoup de gens, voilà, on reprend avec ça, ouais. Et Katie O'Brien, ouais. Et avec Ed Harris aussi, qui est super dedans, ouais. Voilà, visuellement aussi, il y a quelque chose d'assez fort, je trouve, dans ce film. Thématiquement, c'est assez chouette. Le duo d'actrices est super. Vraiment, les deux, j'aime bien. Moi, ça m'avait pas mal plu, et voilà, c'était un des films que j'avais mis dans le top, parce que je le trouve vraiment cool, quoi. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé Love Lies Bleeding. Enfin, j'avais bien aimé, je trouve qu'il y avait des défauts, je trouve que voilà, ça mérite pas un top 10 non plus, mais je peux comprendre, voilà, sur un genre de film queer, etc., qui était assez intéressant, surtout le personnage de Katie O'Brien, et voilà, stylistiquement, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Après, il y avait des trucs qui m'ont un peu sorti du film, mais vraiment, je trouve que c'était un film queer à voir. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Miséricorde, cette année, de Alain Guiraudy, qui est super, en fait, qui est un film comme j'ai jamais vu avant. Pour le coup, c'est un mec qui revient dans sa
dans son village natal entre guillemets, parce qu'il y a l'enterrement de son ancien patron. Et en fait, là, ça paraît vraiment film français de campagne et tout. Et en fait, ça prend une tournure, mais extrêmement étrange, où tous les personnages se dévirent un peu. Il y a une ambiance extrêmement étrange dans le film, et en fait le film il m'emmène dans des endroits que j'avais jamais vraiment vu. Je veux pas trop en dire sur le film parce que je pense que c'est un film à vivre, tu vois, genre tu te laisses embarquer, tu sais pas trop comment ça va se passer, mais en gros il va y avoir un meurtre à un moment et ça va amener des choses, mais des choses complètement folles. Il y a un personnage de curé, mais c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu cette année, quoi. C'est un prêtre et complètement qui défie tous les clichés que tu pourras avoir sur un personnage de prêtre, quoi. Et c'est un film qui m'a pas mal marqué. Sinon, il y a le film May December qui est sorti au début d'année de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore et Charles Melton, qui est un film extrêmement étrange en fait aussi. Enfin, j'aime bien les films étranges en ce moment, où en fait il y a un film, on va dire un fait divers sur le personnage de Julianne Moore qui, quand elle était jeune, elle a couché et a eu une relation avec un enfant qui est un préadolescent. Et en fait, sauf que on est 20 ans après, et en fait, ces deux personnages se sont mariés, ont eu des enfants, etc. Et le personnage de Natalie Portman va jouer ce personnage c'est une actrice en fait dans le film, et elle va jouer ce personnage-là. Et en fait, on va voir toute l'ambiguïté de ces personnages-là, en fait, de Natalie Portman qui s'immisce en fait dans cette famille, qui va essayer de mimer un peu la personnalité de Julianne Moore. Et en fait, il y a une ambiance dans le film. Il y a la musique de Faites entrer l'accusé. Voilà, ça c'est assez fou. Il y a la musique de Faites entrer l'accusé dans le film. Et bref, c'est super. Et voilà, pour finir, je dirais La zone d'intérêt quand même, qui est un film. Ça, je l'ai vu. Ça, tu l'as vu, oui. Mais qui est un film, voilà, qui a quand même marqué l'année et qui est un meilleur film sur les camps que j'ai vus de ma vie de Jonathan Glazer, et qui ne montre pas vraiment les camps, mais qui les montre en arrière-plan, et qui montre cette famille allemande qui montre un peu l'horreur des camps, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est des personnages qui parlent de leur petite vie de bourgeois, qui parlent ils parlent des juifs, mais comme de trucs de capitalistes, quoi, comme des nombres, de rendement, d'industrie. Et en fait, c'est complètement horrible en fait de voir ce film-là, mais en même temps, c'est pas obscène du tout, et c'est glaçant en fait comme film, et je pense que ça a marqué. Enfin, c'est vraiment une expérience, quoi, ce film. C'est glaçant ou c'est Glazer? Alors, je crois pas que c'est la traduction, mais... Ouais, moi, ce film, je sais pas trop quoi en penser. Sur le coup, il est bizarre. Après, c'est dur à mettre... Enfin, c'est pas dur de mettre dans un top, mais c'est vrai qu'il est très perturbant comme film. Tu peux pas dire, putain, j'ai adoré mon expérience. J'ai vraiment passé un bon moment. On passe pas un bon moment, mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi dans ce film-là, quoi. Oui, c'est un film qui cherche le malaise, quoi, sur le coup... Et donc, ouais. Je me souviendrai toujours de ma séance. Vraiment, les gens étaient pas très bien, quoi, à la fin du film, pour le coup. Et voilà, on y est, Ista. On va passer au top 1, je crois. Ouais, on y va. Allez, let's go. Quel est le top 1? C'est des baguettes de batterie. Oh mon Dieu. Tu sens ça? Tu le sens? C'est ça l'impression. Vous avez un problème? Non, père. Et le top 1, c'est Iron Claw de Sean Turking, voilà, qui parle des frères Von Erich qui ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80 et qui sont entraînés d'une main de fer par un père tyrannique et qui vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Et c'est un film qui va de tragédie en tragédie. Voilà, c'est un film assez dur sur une histoire qui parle de catch, et nous on aime bien le catch. Et c'est avec Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Stanley Simmons, Lily James, Holt McCallany, enfin bref, tout un tas d'acteurs. Et Ista, on l'a tous les deux beaucoup aimé. Du beau monde. Il y a du beau monde, ouais. Il y a même MJF pour ceux qui aiment. Oui, c'est vrai, ouais, c'est un caméo vite fait. C'est vraiment vite fait. Ah ouais, je vais faire pause pour l'avoir. Mais oui. Et voilà, et du coup, Ista, on l'a tous les deux mis dans le top. Moi, il était top 2, voilà, parce que mon top 1 c'était Les Chambres Rouges. Toi, je crois qu'il était top 1 aussi. 2. Ah, c'était de Substance? Moi, j'avais mis Substance en même temps. Oui, c'était Substance. Voilà, il finit en 1 parce qu'il était tous les deux dans le top 2, donc voilà, c'est ça. Il a fini en 1. Voilà, en faisant des calculs très bizarres. mais voilà, il finit en top 1. Et Ista, du coup, ouais, gros film qui nous a marqué cette année, je pense. Ouais, en plus c'est un film de janvier, donc sur le coup, comme quand t'as dit sur Les Chambres Rouges, c'est pareil, c'est un film à peine début d'année, et sur le coup il m'a beaucoup marqué. En fait, je me rends compte sur le coup, moi quand je l'ai vu, je l'ai noté sur le terroriste, je l'ai noté 4 sur 5, mais en fait je me rends compte à la fin d'année
que j'ai toujours plein d'images en tête et que je me rappelle très bien du film en fait. Ouais. Donc je me dis en fait le film il m'a marqué de fou. Sur le coup, toutes les scènes, toute la tragédie autour des frangins, le père insupportable, patriarcal. On parle pas beaucoup de patriarcal, je trouve là. Dans ce top, sur le coup, on aime bien ça, je crois. Bah c'est dans l'air du temps. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Sur le coup, mais ouais, le père insupportable en mode t'es un homme, faut pas pleurer, etc. quoi. Et tout ce qui tourne autour, toute la comment on dit, la fratrie, les frères. Oui, c'est ça, oui, la fratrie. La fratrie, super touchant, quoi. Et très bons acteurs. En plus, Harris Dickinson, Zac Efron et Jeremy Allen White. Et je sais plus, c'est le quatrième, je connais pas son nom d'acteur, je crois. Ouais, super, quoi. Enfin, franchement, ultra touchant. Et ouais, ça m'a marqué et c'est très triste comme histoire. Mais à la fin, il y a quand même d'espoir, quoi. Et c'est beau. C'est beau. C'est vrai, c'est un film qui, moi aussi, m'a énormément touché. Voilà, moi, je suis fan. J'étais fan de catch quand j'étais très petit. Voilà, je suis de la génération NT1, voilà, de 2007, 2008, voilà, vers ces années-là. Et je connaissais pas forcément toute l'histoire en fait tragique de ça, parce que en fait, je la connaissais un peu de loin, mais je savais pas que c'était des proportions comme ça. Donc j'ai un peu découvert le film, alors que bon, je savais que c'était pas fou. Enfin, il passait des trucs pas fous. Mais après, pour les néophytes, donc ceux qui aiment pas le catch, c'est pas grave. Le film se concentre pas non plus sur le catch. C'est pas tellement un film sur le catch, quoi. Ouais. Oui, enfin, ça parle de catch parce que voilà, c'est une femme. C'est des catcheurs. C'est des catcheurs, voilà. C'est même une histoire qui est très liée au catch parce que voilà, ça a marqué le catch aussi quand même, cette histoire-là. Oui. Mais t'as pas besoin d'être un expert en catch pour savoir. De toute façon, on t'explique très clairement ce qu'est le catch aussi. Il y a une attention au détail quand même à bien retranscrire ce que c'est le catch. Voilà, c'est-à-dire. Ce n'est pas fake, c'est scénarisé. Voilà, ils expliquent bien toutes les branches du catch. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que dans la mise en scène, dans l'histoire, ils utilisent l'ambiguïté qu'il y a entre réalité et fiction dans le catch. C'est-à-dire que le catch, évidemment, c'est scénarisé, mais les mecs, quand ils se balancent sur le ring, ils se balancent sur le ring. C'est-à-dire tu tombes, tu te fais mal. C'est-à-dire tu te prends un coup, tu t'as mal. Donc il y a une ambiguïté entre ce qui est réel et ce qui est fake, et c'est un peu ce qui ça, parce que j'aime bien le film qui brouille, entre guillemets, une certaine frontière entre ce qui est réel et faux. Ouais. En fait, dans les sentiments de ces personnages, à travers le catch, à travers les storylines, à travers celui qui va aller chercher la ceinture, etc. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et moi, ce que j'adore, c'est que je ne suis pas fan de biopics, parce que les biopics, je les trouve, on va dire, par 90% du temps pas très intéressant, c'est juste pour promouvoir un artiste ou quelqu'un et c'est souvent très édulcoré. Ici c'est pas édulcoré une seule seconde, tu vas vivre la tragédie, tu vas la vivre quoi. C'est pas un biopic classique où tu m'avais même dit que c'était non, c'est pire en vrai, je crois que tu m'avais dit. C'est pire en vrai parce qu'il y a un autre frère en vrai qui a un destin similaire. Pas dans le film. Ouais. Non, qui est pas dans le film parce que je pense qu'ils ont du cut pour l'histoire, mais qui a un destin similaire aux autres frères. Donc enfin c'est assez fou quoi. Et ouais, le film est pas du tout classique dans son narration. Tu peux penser que c'est un truc classique où Zac Efron il va arriver, il va devenir champion, tu vois, il va gravir les échelons et tout. Non non je croyais que ce serait ça. Moi ouais, j'avais pas du tout. Moi en fait, je connaissais pas l'histoire et même vu l'affiche, je sais pas, tu te dis ouais, c'est peut-être avec ses frères ils vont faire une team une team à 3 et puis ils vont gagner les ceintures, je sais pas, mais et non, le film va de désillusion, et même les moments où des frères remportent quelque chose dans le catch, c'est pas du tout montré comme quelque chose de positif, parce qu'en fait c'est ça aussi, le film ça parle de masculinité toxique d'un père en fait envers sa famille en fait qui va les contraindre, et c'est ça la vraie malédiction du film, c'est cette toxicité du père en fait parce qu'il parle de malédiction etc sur sa famille, et cette malédiction elle se ressent dans sa famille dans le catch en fait. Il y a aucun moment joyeux de remporter des matchs dans le catch et tout, c'est devenu vraiment un poison en fait pour eux le catch à cause de leur père, alors que on sait très bien, et eux ils faisaient ça pour s'amuser à la base. Et je trouve le film hyper bien réalisé sur les moments chocs par exemple, parce que le film est hyper sobre, il est choquant sobre, mais il en fait jamais trop quoi. C'est un des films les plus choquants que j'ai vu cette année, dans le sens où il y a des moments assez où t'as la bouche ouverte, tu fais non mais c'est pas passé ça ou un truc comme ça, et qui te brise le cœur en plus à chaque fois, mais il en fait jamais trop dans la mise en scène. Et je pense à ce moment où un personnage a perdu un membre perdu un membre du corps quoi, une partie du corps, et on va juste la caméra est posée et juste le personnage rentre dans le cadre et tu découvres ce qui s'est passé pour lui, et là t'es choqué, et ça a une puissance qui est assez folle sans être appuyé, sans musique etc. Et ouais, tu l'as dit, la performance des acteurs est super. Enfin, Jeremy Allen White, toi t'avais vu The Bear, donc tu savais déjà qu'il était très bon. Harris Dickinson il est très bon aussi. Zac Efron, voilà, là c'est vraiment le rôle de sa vie pour moi. Et le père il est détestable à souhait quoi, l'emprise qu'il a sur ses enfants, sur sa femme qui a aussi un certain parcours aussi dans le film. Ouais, je trouve que c'est un film qui est assez brisant, qui est assez bien fait, et qui a une vibe d'années 80 mais sans se forcer.
c'était, enfin 70 même, il me semble. Oui, c'est pas Stranger Things, quoi. Oui. C'est ça, mais avec un très beau travail de reconstitution, mais sans forcer, mais qui te met vraiment dans l'ambiance du catch à l'époque. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver un défaut à ce film, Ista. Peut-être que toi t'en as un. Ouais, c'est compliqué, hein. Pour moi, le film, il est parfait. J'ai même pas envie de dire un truc mauvais, quoi. Sur ce film. Ouais, t'attends. Parce que même la mère, elle est intéressante, en vrai. Ouais, même les personnages féminins sont pas horribles. Tu vois, même le personnage de Lily James, il pourrait tomber dans le cliché, mais je trouve que ça va, en fait, finalement. Bah ouais. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu, où là, je trouve qu'il va un peu trop loin, c'est quand il va dans un truc un peu onirique, vers la fin du film. Oui. Et j'avoue que ça me sort un peu. Je trouve que c'est un peu trop. Voilà, mais c'est vraiment une scène. Et franchement, ça va pas du tout gâcher le film. J'ai beaucoup aimé le film, quoi. Voilà. Pour le coup, donc voilà. Et ouais, c'est notre top 1, quoi. Eh bah oui, que t'as un film sur le catch, est-ce que c'était tout le temps? Je sais pas. c'est notre top 1 en commun. Moi, c'était Les Chambres Rouges. Voilà. Moi, c'est vraiment les tueurs en série, quoi. C'est vraiment mon truc. Non, je rigole. Mais voilà, on est arrivé au bout, ça. Ouais, on a fait le tour, on a notre top sur le coup. On fait un petit récap quand même. J'ai donné les 10 films. Vas-y. Donc le 10e c'est La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Le 9e c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Le 8e c'est La Jeune Fille et les Paysans. Le 7e c'est Le Comte de Monte Cristo. Le 6e c'est Challengers. Le 5e c'est Alien Romulus. Le 4e c'est Furiosa. En 3e on a Les Chambres Rouges. En 2e The Substance. Et en 1er The Iron Claw. Ouais, bah pour le coup, tu vois, qu'est-ce que t'as pensé de cette année de cinéma au niveau des bons films? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu autant de bons films que l'année dernière? Est-ce que ça a été plus compliqué? Est-ce que tu t'y es retrouvé? Pour moi, c'était plus compliqué au niveau de l'animation. J'ai pas beaucoup de coups de cœur d'animation cette année, alors que l'année dernière, on avait adoré. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup de films d'animation. Ouais. Là, il y a que La Jeune Fille et les Paysans que toi tu as mis, alors que moi j'avais pas mis. Alors j'en ai mis un, mais bon, on va parler. On verra ça, on verra autre part. Mais voilà. Mais sur le coup, ouais, mais je sais pas, je trouve que quand même cette année, j'ai moins de coups de cœur que l'année dernière, personnellement. Moi, j'étais pareil à un certain moment de l'année. En fait, je trouve que l'année a hyper bien commencé, mais vraiment, il y a énormément de bons films dans les 3-4 premiers mois. Et après, il y a eu un gros ventre mou, en fait, où là, j'avoue qu'il y avait très peu de films, en fait, tu vois, que j'ai vraiment aimé, quoi, parce que je pense que tu regardes les films que j'ai aimés cette année, je pense que la plupart c'est début d'année et la deuxième partie et l'autre c'est la fin d'année, en fait. C'est à peu près ça, mais je crois que à peu près septembre-octobre c'est reparti vraiment dans quelque chose où vraiment là j'ai vraiment eu des coups de cœur. Je crois que De Substance, quand c'est sorti, j'ai adoré la sortie du film. Miséricorde, j'en ai parlé et tout. Il y a d'autres films genre L'Histoire de Suleiman, etc., qui sont sortis là, vraiment ça va me donner vraiment un second souffle. Mais c'est vrai que vraiment l'été ça a été compliqué, même mai, avril, tout ça. Il y a eu pas mal de films que bon, j'étais en mode c'était la saison des blockbusters, et sur le coup, sur les blockbusters, on n'est pas. C'est vrai que les blockbusters, on n'y a pas beaucoup cette année qu'on a été, on a été convaincus, quoi. Donc peut-être qu'il y en aura dans nos flops, tu vois. Tu vois, peut-être un des blockbusters que j'ai préféré cette année, c'est peut-être Dune 2, mais Dune 2, tu vois, s'il est pas dans le top, tu vois, c'est pas un film pour moi, il y a trop de défauts pour qu'il soit dans mon top, tu vois. Donc moi pareil, je l'ai pas mis. Donc c'est vrai que bon, l'état des blockbusters, ça fait un moment qu'on sait que c'est un peu compliqué, voilà. Mais voilà, pour le coup, moi je suis content quand même cette année. Il y a quand même des propositions toujours qui sont assez bonnes. Après peut-être parce que t'as peut-être pas vu Flo, mais peut-être que Flo tu l'aurais mis. Je me dis. Oui, ça c'est possible. Toi j'en ai loupé quelques-uns. Et c'est quoi, Le Royaume des Abysses? Ah, Le Royaume des Abysses, oui, le film. Ouais, le film chinois là, peut-être que j'aurais bien aimé aussi, mais je l'ai pas vu. En plus, toi t'as un chat, donc Flo, voilà. ça touche. Ça touche directement. Mais là, il y a pas de film de super-héros. Moi, je suis un gros fan de super-héros, tu vois. Donc, bon. C'est vrai que déjà il y a eu moins de films Marvel cette année. Film DC, on a eu moins. Et sinon, on a eu le Venomverse. Et donc voilà, c'était pas ça allait pas être aujourd'hui qu'on allait avoir des films de super-héros. L'année prochaine, on a beaucoup plus de films de super-héros pour le coup. La prochaine, j'espère que Superman sera dans mon top. Voilà. Ah bah ouais, j'espère que ce sera bien. On a quoi, 3 films Marvel, un film DC. C'est ça. Donc on verra comment ça se passe. Mais sinon, oui. Ça a été difficile à un certain moment, mais sinon l'année, je trouve qu'elle a bien reparti. Et c'est vrai qu'à un moment au box-office, on était tous en mode ah putain, là on est en retard sur l'année dernière. Là, ça a plutôt bien rattrapé son retard. Donc ouais, à voir l'année prochaine, parce que l'année prochaine nous réserve pas mal de surprises et on sera là, Ista, pour la nuit des sorties pour parler des bons films. Bien sûr, on espère, on croise les doigts. Mais on sera là aussi pour parler des mauvais films, parce que le prochain épisode, ce sera les flops, et notre flop, il va faire plus polémique que notre top, je pense. Là, ça va être...
Ça va être polémique directement. Donc on se retrouve très bientôt pour les Flopista et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme d'écoute, donc à savoir sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Acast, voilà, un peu partout et à mettre des petits pouces en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, c'est super important pour le référencement, sachez-le et abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Blue Sky. Il y en a tellement, on n'en peut plus. Et on se retrouve très bientôt. On espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt. Ciao.